Elias Boone épaula son fusil sur sa selle et visa droit sur la femme qui titubait sur ses terres. Pieds nus, saignant aux épaules, elle tirait une carriole cassée dans la poussière de l'ouest du Texas, comme un cheval de trait. Il était parti ce matin-là pour arrêter un voleur, mais quand elle a levé la tête, ses yeux ne suppliaient pas, ils brûlaient. Je n'ai pas volé pour le profit, monsieur. J'ai volé parce que ma petite fille ne peut plus se tenir debout. Avant de poursuivre cette histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche et commentez avec la ville d'où vous nous regardez pour que je puisse voir jusqu'où notre histoire a voyagé aujourd'hui. Les traces étaient faciles à lire depuis le lever du soleil. Deux fines ornières de carriole, une série d'empreintes de pieds nus qui s'enfonçaient profondément du côté droit, et la démarche inégale d'une femme portant un poids qu'elle n'aurait jamais dû porter. Elias Boone les suivait depuis près de 3 heures, le bord de son chapeau baissé, son fusil posé nonchalamment sur le pommeau de sa selle. Il n'avait pas prononcé un mot de tout ce temps. Il n'y avait personne à qui parler sur la ligne nord. Le champ de maïs avait été pillé quelque temps avant l'aube. Pas grand-chose de pris, peut-être 8 épis, une tasse en étain, une tranche de l'or salée du fumoir. Un vol de pauvres, un vol d'hommes désespérés. Elias s'était tenu là, aux premières lueurs du jour, comptant ce qui avait disparu et ce qui avait été laissé, ce qui était plus révélateur. Quiconque était passé par là n'avait pas pris la lanterne sur le crochet, n'avait pas pris la longueur de corde enroulée sur le poteau de la clôture, n'avait pas touché au bocal de pièces posé bien en évidence sur le rebord de la fenêtre de la remise à outils. Un professionnel l'aurait entièrement dévalisé. C'était quelqu'un qui mourait de faim. Ça n'a rien de réconfortant, dit Elias à voix haute à son hongre, la première chose qu'il disait depuis son départ du ranch. Un homme affamé frappera avec un marteau aussi fort qu'un homme avide. Le cheval agita une oreille en arrière et continua de marcher. Il parcourut encore un demi-mile avant de la voir. Au début, il pensa que sa vue lui jouait des tours à cause de la chaleur. Une carriole traversait le bas-fond plus loin, avançant par à-coups, comme le fait une carriole quand rien ne la tire correctement. Il n'y avait pas d'attelage, il n'y avait pas de mule, il n'y avait pas de conducteur sur le banc. Il y avait une femme devant qui la tirait. La corde était nouée sur sa poitrine et sous ses bras. Elle avait tout son poids penché en avant et ses talons nus s'enfonçaient dans la poussière et elle tirait la carriole comme un cheval de trait tire une charrue, un pas frissonnant à la fois. Elias resta sur sa selle et la regarda pendant près d'une minute entière avant de pouvoir se convaincre de ce qu'il voyait. « Doux Seigneur, murmura-t-il, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Il fit avancer son hongre d'un clic. Elle ne l'entendit pas venir. Sa tête était baissée et sa respiration sortait en courts halètements secs qu'il pouvait entendre à 20 pieds de distance. Une femme ne respirait pas comme ça à moins d'être sur le point de s'effondrer. « Madame, appela Elias, ferme, pas cruel. Madame, arrêtez-vous là. » Elle ne s'arrêta pas. « J'ai dit, arrêtez-vous. » Rien. Il descendit de sa selle, le fusil toujours à la main, et marcha à ses côtés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle sembla réaliser qu'un homme lui avait parlé. Elle tourna la tête lentement, comme si cela lui coûtait. Et quand ses yeux le trouvèrent, ils mirent un long moment à faire le point. « S'il vous plaît, dit-elle. » Sa voix n'était rien, du vent à travers une fenêtre fêlée. « S'il vous plaît, je ne suis plus très loin. Madame, j'ai besoin que vous posiez cette corde. Je ne suis plus très loin. Posez-la. Si je la pose, je ne pourrai pas la relever, monsieur. » Sa mâchoire travaillait comme si elle mâchait les mots avant de les dire. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin. Ses genoux commencèrent à flancher. Elias bougea. Il l'attrapa par le coude avant qu'elle ne tombe, le fusil toujours dans sa main droite, et l'aida à s'asseoir dans la poussière, la corde toujours enroulée sur sa poitrine. Ses épaules étaient à vif. La corde avait traversé le tissu de sa robe et entaillé la peau en dessous, et ses deux épaules étaient mouillées de quelque chose qui était en partie de la sueur et en partie quelque chose de plus sombre. « Madame, dit-il plus doucement maintenant, qu'est-ce que vous faites? J'emmène ma mère chez le docteur. Toute seule? Il n'y a personne d'autre. Où est votre bête? Morte, dit-elle. Il y a 2 jours, elle s'est juste couchée sur la route et n'a plus voulu se relever. Je l'ai détachée et j'ai dit aux enfants de ne pas regarder. » Elias s'accroupit devant elle. Il attrapa le nœud sur sa poitrine et commença à le défaire.
Elle essaya de repousser sa main, mais n'en eut pas la force. Messieurs, s'il vous plaît, je la remettrai. Je vous jure que je le ferai. J'ai juste besoin d'une minute et je pourrai la tirer jusqu'au bout. La ville n'est qu'à... La ville est à 9 miles d'ici, madame. Elle cessa de parler. Ses yeux avaient été durs un instant auparavant. Mais maintenant, ils étaient autre chose. Pas doux. Elias avait déjà vu des yeux doux, et ceux-ci n'étaient pas doux. C'étaient les yeux d'une créature qui a compris quelque chose qu'elle ne peut pas porter. 9 miles, répéta-t-elle. 9 miles par la route, 7 et quelques si vous coupez par le ravin, et vous ne pouvez pas couper par le ravin avec cette carriole. Elle ferma les yeux. Madame, quel est votre nom? Martha, dit-elle. Martha Hale. Madame Hale, je vais vous poser une question simple et j'aimerais une réponse simple. Il manquait du maïs dans mon champ ce matin. Il manquait d'une tasse en étain et une tranche de l'or salé dans ma remise. C'était vous? Ses yeux s'ouvrirent. Ils ne scièrent pas. Oui, monsieur. Vous l'admettez? Je l'admets. Vous savez ce qu'un homme peut faire à un voleur par ici? Je crois que je sais. Elias passa le fusil dans sa main gauche. Madame Hale, je n'ai pas volé pour le profit, messieurs. Sa voix s'éleva plus forte qu'il ne s'y attendait, plus stable que son corps n'avait le droit de la produire. Je n'ai pas volé pour vendre. Je n'ai pas volé pour ramasser. J'ai volé parce que ma petite fille ne peut plus se tenir debout et que mon garçon n'a pas pleuré depuis 3 jours et que la jambe de ma mère devient noire. Et si je ne mettais rien dans leur ventre ce matin, j'allais en enterrer au moins un avant le coucher du soleil. Alors allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais écoutez-moi d'abord. Je n'ai pas volé pour le profit. J'ai volé parce que nous sommes en train de mourir. Le vent souffla sur eux deux. Elias ne baissa pas le fusil. Il ne le leva pas non plus. Il resta là où il était, tenu lâchement dans sa main gauche, et il la fixa pendant une longue seconde. Et elle le fixa en retour, et aucun d'eux ne dit rien. Puis Elias dit doucement, « Madame Hale, qui d'autre est dans cette carriole? Ma mère, mon garçon, ma fille. Votre mère est blessée? Elle est pire que blessée. Depuis combien de temps? Oh, 4 jours, peut-être 5. La blessure s'est rouverte en traversant un ruisseau et les mouches s'y sont mises avant que je puisse la panser. » Elias se leva. Il se dirigea lentement vers l'arrière de la carriole, de la manière dont un homme s'approche de quelque chose qu'il sait déjà qu'il ne veut pas voir. Il posa une main sur le haillon. Un petit visage apparut par-dessus le côté. Un garçon, peut-être de 9 ans, les cheveux couleur de chaume de blé, de la saleté sur les joues si épaisses qu'elles formaient presque une seconde peau. Il regardait Elias avec le regard plat et fixe d'une créature qui a décidé qu'elle n'aurait pas peur parce qu'avoir peur n'aiderait pas. « Monsieur, dit le garçon. « Mon garçon, vous allez tirer sur ma maman? » Elias soutint son regard. « Non, mon garçon. »« Vous êtes sûr? »« J'en suis sûr. Elle a seulement pris ce sans quoi nous ne pouvions plus vivre. »« Je sais. » Le garçon continua de le regarder. Puis, sans rompre le contact visuel, il dit « Il y a de l'eau dans la gourde sur le crochet. Voudriez-vous en donner d'abord à ma sœur? Elle n'a pas parlé depuis la nuit dernière et je n'arrive pas à la réveiller complètement. » Elias sentit quelque chose bouger sous ses côtes qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Il prit la gourde de sa propre selle, pas celle de la carriole, la sienne, la bonne, la pleine, et il grimpa sur le haillon et regarda dans la caisse de la carriole. Il y avait une fille, peut-être de 5 ans, recroquevillée contre le côté comme un point d'interrogation. Ses lèvres étaient gercées et blanches, ses yeux étaient mi-clos et ne suivaient rien. Il y avait 2 épis de maïs dans le coin, intacts. Elias regarda le garçon. « Vous n'avez pas mangé le maïs. Maman a dit que c'était pour grand-mère quand elle se réveillerait. Et le lard salé? Pareil. Mon garçon, quel est ton nom? Noah Hale, monsieur. Noah, quand as-tu mangé pour la dernière fois? » Le garçon considéra la question avec soin. « J'ai bu de l'eau ce matin. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« Je sais ce que vous avez demandé, monsieur. » Elias dévissa la gourde. Il mit sa main derrière la tête de la petite fille, la souleva lentement et inclina la gourde contre ses lèvres, regardant l'eau couler sur elle sans entrer. « Elsie, » dit doucement le garçon en se penchant. « Elsie, bois. S'il te plaît, bois. » Sa bouche bougea, pas beaucoup, mais assez. Elias lui donna une petite gorgée, attendit,
puis lui en donna une autre et attendit encore. À la quatrième gorgée, ses yeux revinrent dans son visage. Elle leva les yeux vers l'homme penché sur elle, et elle ne sourit pas et elle ne pleura pas. Elle dit seulement, « Noah, je suis là. Où est-ce maman? Juste dehors, elle va bien. Est-ce que grand-mère est réveillée? » Le visage du garçon fit quelque chose qu'il avait retenu tout ce temps. Il ne se brisa pas. Il bougea juste une fois, puis se raffermit. « Pas encore, Else. » Elias tendit la gourde au garçon. « Bois. »« Elsie d'abord. »« Elsie en a eu. Bois. »« Elsie d'abord, monsieur. » Elias cessa de discuter. Il regarda le garçon incliner la gourde vers la bouche de sa sœur 2 fois de plus avant de prendre une gorgée pour lui-même, et même là, il n'en prit pas une longue. Il prit une gorgée, la garda dans ses joues 1 seconde, comme un homme se rationne, puis l'avala avec la lenteur prudente d'une personne qui ne croit pas qu'il y en aura une autre. Elias grimpa plus loin dans la carriole. Il y avait un monticule sous les couvertures à l'arrière, et il avait essayé de ne pas le regarder, et il ne pouvait plus continuer à ne pas le regarder. Il tendit la main, écarta la couverture, et l'odeur le frappa avant la vue. Il avait déjà senti cette odeur. Il l'avait sentie dans une grange une fois, sur une génisse qui s'était coupée sur un fil de fer et n'avait pas été retrouvée pendant 1 semaine. Il l'avait sentie sur un palefrenier en 74, qui avait reçu un coup de sabot au mollet et avait essayé de l'ignorer. Il l'avait sentie sur son propre beau-frère quand l'homme était rentré de Shiloh avec une jambe que les chirurgiens avaient déjà abandonnée. C'était l'odeur de quelque chose de vivant qui avait commencé à mourir par morceaux. « Seigneur, aie pitié, » dit Elias à voix basse. La vieille femme sous la couverture ne bougea pas. Ses lèvres bougeaient sans son. Sa poitrine se soulevait, peu et vite, comme la poitrine d'un oiseau quand on le tient dans sa main. « Madame Hale » appela Elias par-dessus son épaule, plus fort qu'il ne le voulait. « Madame Hale, venez ici. » Il l'entendit derrière lui. Noé Ossan derrière lui, se traînant pour se lever. « Elle s'appelle Evelyn » dit Martha, sa voix coincée quelque part dans sa gorge. « C'est elle qui pouvait marcher il y a 2 jours. C'est elle qui me disait quoi faire. Maintenant, elle ne peut plus rien me dire. Depuis quand n'a-t-elle pas été réveillée plus d'1 minute? Depuis hier matin. A-t-elle bu quelque chose? Rien qui soit resté. » Elias tira davantage la couverture. La jambe de la vieille femme était enveloppée dans un chiffon qui avait été blanc il y a longtemps. La chair au-dessus du chiffon n'avait pas la bonne couleur. Elle n'avait pas du tout la bonne couleur. Il ne le dit pas à Martha. Il remit de la couverture. Il descendit lentement de la carriole et il resta là, sa main sur le haillon et son autre main tenant toujours le fusil, et il se laissa respirer pendant un compte de 3. « Madame Hale, » dit-il enfin, « combien de temps pensiez-vous avoir? »« Jusqu'à quoi? »« Jusqu'à votre mère. Je pensais avoir ce matin. Je pensais que c'était pour ça que je devais prendre le maïs. Vous pensiez qu'un peu de maïs allait. Je pensais que si je pouvais garder les enfants debout un jour de plus, je pourrais trouver quelqu'un sur la route qui avait un attelage, et je pourrais lui échanger le fusil qu'elle a enveloppé dans la couverture à côté d'elle, et il pourrait nous conduire en ville. » Elle pleurait maintenant, tombée, non, sans aucun son et sans aucun changement dans sa voix. « C'était le plan, monsieur. C'était tout le plan. Je n'en ai pas d'autre. » Elias regarda la route. Il regarda le soleil qui avait passé midi et descendait de l'autre côté du ciel, ce qui était pire à certains égards que de monter. Il regarda le hongre, qui était un bon cheval, mais n'était qu'un seul cheval. Il regarda la carriole, dont une roue arrière était à une demi-journée de se détacher. Il regarda le garçon dans la caisse de la carriole, qui le regardait. Il regarda la petite fille qui tenait la gourde à sa propre bouche. Maintenant, ses mains fines l'entouraient, comme si c'était la seule chose chaude qu'elle avait touchée depuis 1 mois. Elias Boone avait enterré une femme. Il avait enterré un fils. Il les avait mis dans le même lopin de terre au printemps de 79, et il était retourné à la maison de ranch, et il n'avait pas adressé une phrase à une autre personne vivante pendant 41 jours. Il était devenu un homme privé. Il était devenu un homme qui parcourait la ligne nord seul, rentrait seul, allumait son propre feu seul et se couchait seul. Et aux choses seules. Il s'était dit que cet arrangement lui convenait parfaitement. Il s'était dit cela pendant 7 ans. Il regarda le garçon. Le garçon le regarda en retour. « Mon garçon, » dit Elias. « Monsieur »
Ta grand-mère est aussi malade qu'on peut l'être. Oui, monsieur. Je peux vous emmener en ville, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, monsieur. J'ai besoin que tu t'assoies dans cette carriole avec ta sœur, et j'ai besoin que tu gardes la tête de ta grand-mère tournée sur le côté. Tu me comprends? Tournée sur le côté. Pas en haut, pas en bas, sur le côté. Et j'ai besoin que tu lui mouilles les lèvres de temps en temps avec un peu d'eau de cette gourde. Pas versée, tamponnée. Tu m'entends? Tamponnée. Oui, messieurs. Et si elle arrête de respirer, tu appelles. Tu n'attends pas. Tu appelles. Oui, messieurs. Elias se tourna vers Martha. Elle était toujours assise dans la poussière où il l'avait laissée. La corde était toujours enroulée sur ses épaules à vif. Elle n'avait pas bougé pour se lever. Madame Hale, monsieur, j'ai besoin que vous enleviez cette corde. Je peux encore tirer. Madame Hale, avec respect, vous ne pouvez pas tirer 50 pieds de plus, et nous avons 9 miles à faire. Je peux. Vous pouvez vous asseoir sur le banc. Vous pouvez tenir les rênes. Je vais atteler mon hongre à cette carriole, et je vais monter le cheval-bail qui est attaché à l'arrière, et nous allons avancer plus vite que vous n'avez avancé en 2 jours. Mais j'ai besoin de vous sur ce siège, et j'ai besoin que vous respiriez, parce que votre mère voudra la voix de sa fille quand elle se réveillera, et vos enfants voudront la main de leur mère quand ils s'endormiront ce soir, et je ne vous porterai pas en ville en plus de tout le reste. Vous m'entendez? Elle tremblait. Monsieur, dit-elle, Monsieur, je ne connais même pas votre nom. Boone, c'est dit-il. Elias Boone, Monsieur Boone, j'ai pris votre maïs. Je le sais. J'ai pris à un homme que je n'ai jamais rencontré. Je sais. Pourquoi m'aidez-vous? Il défit le nœud sur sa poitrine. La corde tomba d'une épaule, puis de l'autre, et il la plia lentement et la posa dans la poussière à côté d'elle. Parce que ma maman m'a élevé aussi, dit-il. Il ne dit pas le reste. Il ne dit pas parce que j'ai enterré des gens une fois et ils étaient plus petites que cette petite fille. Et je ne peux pas rester là et regarder cela arriver à quelqu'un d'autre. Il ne dit pas parce que je suis une pierre depuis 7 ans et une pierre n'est pas un homme. Il ne dit pas parce que quand votre garçon m'a demandé si j'allais vous tirer dessus, il n'a pas bronché. Et un garçon qui ne bronche pas à 9 ans a déjà trop perdu et je ne serai pas celui qui lui prendra la prochaine chose. Il dit parce que ma maman m'a élevé aussi. Et il se leva, et il se dirigea vers le hongre, et il commença à déboucler le harnais. Derrière lui, Martha Hale mit son visage dans ses mains et fit un son qui n'était un mot dans aucune langue. À l'arrière de la carriole, Noah mouilla les lèvres de sa grand-mère avec un coin de tissu tamponné, exactement comme on le lui avait dit, et regarda le grand homme travailler avec l'attention silencieuse et fixe d'un enfant qui, pour la toute première fois depuis très longtemps, voyait un adulte faire quelque chose qu'il avait dit qu'il ferait. Le soleil continuait de descendre. Elias attela le hongre au trait, monta sur le bail et tourna toute la caravane délabrée vers la route. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. La carriole avança lentement au début. La roue arrière gauche gémissait chaque fois qu'elle heurtait une pierre, et Elias chevauchait le bail tout près, une main lâche sur ses propres rênes, l'autre reposant près de la crosse de son fusil. Il gardait les yeux sur la roue. Il gardait les yeux sur la caisse de la carriole. Il gardait les yeux sur la route devant lui, à l'affût de tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Il ne regarda pas Martha sur le banc. Monsieur Boone, Madame Hale, vous pouvez prendre les rênes si le cœur vous en dit. Tenez-les. Je n'ai pas la force de le faire. Tenez-les, madame. Une femme qui a tiré une carriole sur ses propres épaules la moitié de la matinée a la force de tenir une paire de lanières de cuir. Ce sont les chevaux qui tirent maintenant. Votre rôle est de leur dire dans quelle direction aller. Elle ne répondit pas, mais ses mains se refermèrent sur le cuir et ne le lâchèrent pas. À quelle distance? Dit-elle après une minute. 7 miles, peut-être un peu plus si la roue tient. Tiendra-t-elle? Elle tiendra aussi longtemps que je lui dirai de tenir. Cela lui valut quelque chose. Pas un sourire, un petit pli au coin de sa bouche qu'elle essaya de cacher sans tout à fait y parvenir. De la caisse de la carriole, la voix douce de Noah s'éleva. « Monsieur? »« Oui, mon garçon. » Grand-mère a dit quelque chose. Elias fit avancer le bail d'un demi-pas pour arriver à hauteur de l'arrière de la carriole. « Qu'a-t-elle dit? »« Je ne sais pas, monsieur. Ce ne sont pas sortis comme des mots, mais ses yeux se sont ouverts une seconde. »« Est-ce qu'elle t'a vu? »« Je crois.
Elle a levé la main et attrapé la mienne, et elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu comprendre, puis ses yeux se sont refermés. Tu lui tiens la main maintenant? Oui, monsieur. Continue de la tenir, elle le saura. La voix de Noah se brisa contre quelque chose dans sa gorge. Oui, monsieur. Elias abaissa le bord de son chapeau sur ses yeux et fit avancer le bey. Un quart de mille de rien. Puis la roue commença à cogner. Elias l'entendit avant Martha. Il l'entendit comme un homme entend la porte de sa propre maison cliqueter au milieu de la nuit, parce qu'il connaissait chaque son que la carriole était censée faire, et ce son n'appartenait pas à la liste. Madame Hale. Oui, monsieur. Faites-les passer au pas. Lentement, lentement. Quelque chose ne va pas. Quelque chose n'ira pas dans environ un demi-mile si nous ne nous en occupons pas maintenant. Elle relâcha les rênes, les chevaux ralentirent, le cognement diminua avec eux. Monsieur Boone, nous n'avons pas une demi-heure à perdre. Je sais, ça ne prendra pas une demi-heure. Il descendit du bey avant que la carriole ne soit complètement arrêtée et se dirigea vers la roue, s'accroupit et passa la paume de sa main le long des rayons. Il n'aimait pas ce que sa main lui disait. Les goupilles sont presque cisaillées, dit-il principalement pour lui-même. Monsieur, oui, Noah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la roue veut se détacher. Ça veut dire qu'on doit la persuader de ne pas le faire. Il tira une lanière de cuir de l'arrière de sa selle. Il la passa à travers le moyeu. Il la noua une fois, deux fois, trois fois. Ses mains travaillaient vite, sa bouche non. Martha le regardait depuis le banc. Où avez-vous appris à faire ça? J'ai appris ce qu'un homme doit apprendre en vivant là où un homme ne peut pas faire venir un forgeron. Vous avez déjà fait ça? 2 fois dans ma vie. Les 2 fois, j'étais sur le soleil se couchait. Aucune de ces fois, je ne transportais quelqu'un que j'avais peur de perdre. Elle ne répondit pas à cela. Elle n'avait pas à le faire. Il travailla encore 2 minutes en silence. Puis il se leva, épousseta ses paumes contre ses cuisses et retourna vers le bey. Faites-les avancer. Lentement encore. Je veux l'entendre rouler. Elle les fit avancer. La roue tint. Pas de cognement. Un grincement, mais un grincement avec lequel il pouvait vivre. Accélérer. Elle accéléra. La carriole roula. Elias remonta en selle. Monsieur Boone, oui, madame. Beaucoup d'hommes auraient laissé la roue. Beaucoup d'hommes auraient laissé la femme. Il le dit sans la regarder. Elle ne répondit pas. Un mile passa. Peut-être plus près de 2. Elias maintenait le bey une demi-longueur en avant, maintenant les yeux vers l'avant, les oreilles vers l'arrière. L'après-midi s'étirait. Evelyn ne faisait aucun bruit à l'arrière. Elsie ne faisait aucun bruit. Noah ne faisait aucun bruit. Finalement, Elias dit, sans regarder Martha, « Madame Hale, cette terre sur laquelle vous viviez, à qui appartient-elle? » Elle ne répondit pas tout de suite. « Madame, vous demandez ça comme si vous le saviez déjà. J'en sais un peu. Je veux savoir le reste. » Elle prit une inspiration qui trembla en entrant. Silas Crow. Elias devint très immobile en selle. « Crow? »« Oui, monsieur. Le Crow qui dirige le domaine de 100 sections au nord de la Fourche? »« Oui, monsieur. Le Crow qui a le magasin sur la rue principale avec son nom sur l'enseigne et le shérif qui dîne à sa table le dimanche? »« Oui, monsieur. Depuis combien de temps êtes-vous sur ces terres? »« 2 ans en septembre. Depuis que mon mari est décédé. »« Comment votre mari est-il décédé? »« Il a reçu un coup de pied, dit-elle platement. Un cheval a eu peur et l'a frappé à la poitrine. Il a vécu 4 jours. Il aurait voulu que ce soit plus rapide, je pense. Mais il a eu 4 jours. Vous, votre mère et les enfants, c'est tout ce qu'il nous restait. Où êtes-vous allés après? Là où personne d'autre ne voulait de nous. Nous sommes allés voir Crow. Il avait une cabane vide. Il a dit qu'il nous prendrait. Pour faire quoi? Tout ce qu'une veuve avec 2 enfants et une mère qui marchait encore à l'époque pouvait faire pour un homme qui possède la plupart des terres entre ici et la rivière. Laver, raccommoder, coudre des couvertures pour les ouvriers, transporter de l'eau, cueillir le coton en saison, n'importe quoi. Il vous payait? Il disait qu'il me payait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ses mains se crispèrent sur les rênes. Ça veut dire qu'il tenait un livre. Chaque semaine, il notait ce que je gagnais. Chaque semaine, il notait ce que je lui devais pour la farine, les haricots, le sel, l'huile de lanterne, la cabane. Chaque semaine, ce que je devais était plus que ce que je gagnais. De combien? De ce qu'il disait, Monsieur Boone.
Elias ne parla pas pendant un long moment. Avez-vous déjà vu le livre? Je l'ai vu. Je sais lire un peu, pas assez. Il le savait. Et votre mère? Ma mère sait très bien lire. C'est tout le problème. Il la regarda pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à bouger. Répétez ça. C'est tout le problème, dit Martha. Ma mère sait lire. Ma mère sait compter. Ma mère s'est assise à sa table il y a 2 semaines et a écrit chaque chiffre qu'il avait jamais mis sur mon compte sur un morceau de papier qu'elle gardait plié dans sa robe, et elle lui a dit en face que selon ses calculs, il me devait 640 $ et qu'il ne devait rien du tout à sa fille. Elias continua de la regarder. Madame Hale? Oui. Qu'est-il arrivé après qu'elle ait dit ça? Il a ri. Il a ri et il lui a dit de surveiller sa bouche. Il lui a dit qu'elle était un cas de charité et qu'il n'appréciait pas d'être insulté par un cas de charité dans sa propre cuisine. Et ensuite, 2 nuits plus tard, elle est tombée sur la route en revenant du magasin avec un sac de farine et sa jambe s'est ouverte sur une pierre. Et le temps que je la ramène à la cabane, le saignement avait ralenti et nous pensions toutes les deux que ça guérirait. Et Crow a envoyé un homme le lendemain matin pour me dire que je lui devais le sac de farine qui s'était éventré dans la chute. Quelque chose dans la mâchoire d'Elias bougea et ne revint pas en place. Madame Hale? Oui, monsieur. Où est-ce le morceau de papier sur lequel votre mère a écrit ces chiffres, plié dans sa robe, contre sa poitrine? Elle ne l'a pas lâché depuis. Elle l'a sur elle maintenant. Oui, monsieur, il continua de chevaucher. Il ne parla pas pendant près d'une minute entière. Monsieur Boone? Oui, madame. Vous m'avez demandé là-bas pourquoi j'ai pris le maïs. Je sais pourquoi vous avez pris le maïs. Non, vous avez demandé et j'ai dit que c'était parce qu'il mourait. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Dites-moi toute la vérité. J'ai pris votre maïs parce qu'il y a 2 nuits, Crow a envoyé 3 hommes à cheval pour nous trouver. Nous n'étions qu'à 6 miles de la cabane. Ils se sont approchés assez près pour que j'entende leur voix de l'endroit où j'avais caché la carriole dans un ravin sec avec les enfants sous une couverture, et je tenais la bouche d'Elsie pour qu'elle ne pleure pas, et je priais pour qu'ils nous dépassent, et ils l'ont fait. Mais je connais ces hommes, je sais à quoi ils ressemblent, je sais ce qu'ils portent, et ils portaient ce qu'un homme porte quand il ne sort pas pour ramener une servante en fuite. Ils portaient ce qu'un homme porte quand il n'a pas l'intention que la servante en fuite revienne du tout. Elias arrêta le bas. La carriole s'arrêta à côté de lui. Madame Hale? Oui, monsieur. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça avant que j'enlève cette corde de vos épaules? Parce que je n'étais pas sûr si vous alliez me tirer dessus encore, monsieur, et je n'allais pas gaspiller mon dernier souffle à parler à un homme avec un fusil à la main d'un homme pire avec plus de fusils. Elias ferma les yeux une demi-seconde. Quand il les rouvrit, il regardait la route derrière eux. Rien ne bougeait. Pas encore. Depuis quand, dit-il, les avez-vous vus pour la dernière fois, avant-hier? Sont-ils passés par cette région depuis? Je ne sais pas. Savent-ils dans quelle direction vous êtes allés? Je crois que oui. Il n'y a qu'une seule route pour la ville. Il fit avancer le bay et la carriole redémarra. Accélérez le pas, Madame Hale. La roue? Accélérez le pas. Elle accéléra. Pendant 1 mile, il ne dit rien. Puis, que portent-ils? Des fusils, 2 d'entre eux. Le 3e homme porte une arme de poing et un fouet. Un homme nommé Rawle. Rawle? Oui, monsieur. Est-ce Rawle qui vient à la porte de votre cabane quand Crow veut dire quelque chose? À chaque fois. Je connais Rawle. Elle tourna la tête. Vous le connaissez? Pas de nom. De vue. Je l'ai vu en ville une fois acheter une boîte de cartouches, puis gifler un garçon mexicain pour l'avoir mal regardé. Je me souviens d'un homme qui fait ça dans un magasin avec des témoins. C'est un homme qui fait pire sans eux. Oui, monsieur. Madame? Oui, monsieur. Si j'avais su ça il y a 1 heure, je nous aurais déplacés différemment. Différemment comment? J'aurais mis les enfants sur mon hongre et je vous aurais envoyé avec eux sur un sentier secondaire et j'aurais conduit la carriole moi-même comme un leurre. Sa voix sortit faible. Est-ce que ça aurait marché? Non, mais j'aurais essayé. La carriole grinça. Un petit son s'éleva de l'arrière, pas des mots, juste un faible gémissement. Et la tête de Martha se tourna brusquement. « Maman! » Evelyn ne répondit pas, mais ses lèvres bougeaient à nouveau, vite cette fois, avec urgence. Noah se pencha près d'elle. Il mit son oreille près de sa bouche. Elle dit quelque chose, Monsieur Boone. Elle le dit encore et encore. Qu'est-ce qu'elle dit? Noah écouta, puis il releva la tête. Elle dit le livre.
Juste ça. Le livre, le livre, le livre. Les mains de Martha devinrent blanches sur les rênes. Elias la regarda. Madame Hale, oui. Y a-t-il un livre en plus du papier dans sa robe? La bouche de Martha s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Il y a un livre, Monsieur Boone. Où? Dans son bureau, tiroir du bas de son bureau, derrière le whisky. Votre mère l'a vu? Elle l'a copié. Elle l'a copié quand? La nuit avant de tomber. Elias ne parla pas. Monsieur Boone, vous comprenez ce que je vous dis? Je comprends ce que vous me dites. Il n'a pas envoyé ces 3 hommes parce que j'ai pris ma mère et mes enfants et que j'ai quitté ces terres. Il les a envoyés parce qu'elle a copié le livre avant que nous partions. Et il ne sait pas qu'elle l'a copié. Non, monsieur, il ne le sait pas, et la copie est pliée dans sa robe contre sa poitrine. Oui, monsieur. Madame Hale, oui. Nous ne fuyons pas un homme qui est en colère que vous soyez parti. Non, monsieur. Nous fuyons un homme qui tuera 4 personnes et un témoin pour être sûr de ce papier. Oui, monsieur Boone, c'est de cela que nous fuyons. Elias chevaucha encore 3 pas en silence absolu. Puis il dit doucement. Mon garçon, oui, monsieur, Noah, écoute-moi. Tu as 9 ans, je le sais, mais je vais te poser une question d'adulte. Oui, monsieur, sais-tu tirer avec un fusil? Une pause. Mon papa m'a montré avant de mourir. Je n'en ai pas tiré un depuis 2 ans. Tu te souviens comment faire? Oui, monsieur. Elias attrapa derrière sa selle et détacha le long fusil de la lanière. Il le tendit par-dessus son épaule sans regarder, et Noah l'attrapa avec ses 2 mains, aussi prudemment qu'un garçon sortant un bébé d'un berceau. Tu gardes ça à côté de toi dans la caisse de la carriole. Tu ne touches pas la gâchette à moins que je ne te le dise, et tu ne le pointes sur rien qui ne te pointe déjà. Tu comprends? Oui, monsieur. Ta sœur n'a pas le droit d'y toucher. Non, monsieur, elle n'a pas le droit. Si un cavalier arrive derrière nous, tu te couches à plat. Tu ne tires pas. Tu attends que je le dise. Oui, monsieur, la petite voix d'Elsie s'éleva. Noah, c'est des ennuis? Ce ne sont pas des ennuis, Else. Tu me mens un peu. Pourquoi? Parce que ça marche mieux comme ça. Elle resta silencieuse une seconde, puis elle dit, d'accord. Elias regarda Martha. Martha pleurait. Pas comme elle avait pleuré avant, la façon dont une personne pleure quand elle n'a pas les mains libres pour s'essuyer. Madame Hale, oui, j'ai besoin de vous demander quelque chose et j'ai besoin d'une réponse honnête. Oui, votre mère en ce moment. Comprend-elle ce qui l'entoure? Des parties par morceaux. Sait-elle qu'elle est en danger? Elle a toujours su qu'elle était en danger, Monsieur Boone. C'est pour ça qu'elle a copié le livre. D'accord, quoi? D'accord, dit Elias. Alors je suppose qu'elle a gagné le droit de finir ce qu'elle a commencé et je ne la laisserai pas mourir sur le bord d'une route par manque d'un homme qui était trop prudent pour prendre un risque. Il donna un coup de talon au bas. La carriole prit de la vitesse. Ils poussèrent pendant un quart d'heure sans parler. Les chevaux passèrent de fatigués à sombres. La roue tint et s'y somnolait contre le côté de Noah, et Noah gardait une main sur le fusil et une main sur le poignet de sa grand-mère, cherchant le pouls comme Elias n'avait même pas eu besoin de le lui apprendre. Martha était assise droite sur le banc maintenant. Ce n'était pas de la force. C'était à quoi ressemblait la force après que la force soit partie. Elias chevauchait le bail durement sur le flanc de la carriole, puis une longueur en avant, puis en arrière. Ils n'arrêtaient pas de regarder derrière eux. Ils ne voyaient rien. Rien n'était pire que quelque chose à ce stade. Quelque chose signifiait que vous pouviez planifier. Rien signifiait que vous ne saviez pas encore ce qui allait arriver. Puis Noah dit, « Monsieur? » Elias se tourna en selle. « Oui, mon garçon? » « Il y a de la poussière. » Elias regarda la route derrière eux. Il fallut un long moment avant que ses yeux ne la trouvent. Une tache, un mince fil montant contre la ligne du ciel. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une conduite de bétail. Ça aurait pu être une diligence. Ça aurait pu n'être que du vent. Ça aurait pu être 3 chevaux au galop. « Depuis combien de temps tu regardes ça? » dit Elias. « 5 minutes, monsieur. Je ne voulais rien dire avant d'être sûr. » « Tu es sûr maintenant? »« Je suis sûr que ça bouge, monsieur. » La bouche d'Elias se serra. « Madame Hale, je l'ai entendu. »« Savez-vous monter à cheval? »« Non. Pouvez-vous tenir ce banc si je prends le bail sur la route pour voir ce que c'est? »« Je peux tenir le banc. Vous ne tomberez pas. »« Je ne tomberai pas de ce banc, monsieur Boone. »
Il lança le bail au petit galop et parcourut un quart de mille en avant, puis il s'arrêta sur une petite colline et resta là une minute entière, les yeux plissés. Il regarda le fil de poussière. Il grandissait vite. Il fit demi-tour avec le bay et retourna au petit galop vers la carriole. Madame Hale. Oui, 3 cavaliers, peut-être 4, qui arrivent vite. Dans combien de temps? S'ils gardent le rythme, 40 minutes, moins. Et la ville? 1 heure et demie à cette vitesse. Monsieur Boone. Je sais, madame. Qu'est-ce qu'on fait? Elias regarda la carriole, la roue, les chevaux, la vieille femme à l'arrière, la petite fille endormie contre le garçon avec le fusil sur ses genoux, la veuve avec ses mains serrées sur les rênes, sa bouche fine et ses yeux secs parce qu'il ne lui restait plus d'eau pour pleurer. Il regarda la route devant. Il regarda la route derrière. Il y a un ravin, dit-il. À 1 mile et demi d'ici, il part vers le nord-nord-ouest de la route. Un lit asséché maintenant, mais profond. Il coupe le pays en biais et débouche à 2 milles à l'est de la ville. Une carriole peut-elle le prendre? Une carriole peut le prendre si je lui dis de le faire. La roue tiendra-t-elle? La roue n'a plus son mot à dire, Madame Hale. Elle hocha la tête une fois, fermement. Faites-le. Il donna un coup de talon au bail. La carriole se pencha en avant et reprit tout ce qu'elle avait. Pendant 10 minutes, ils coururent. Le grincement revint. Le cognement revint. Evelyn gémit une fois fort et Noah lui serra la main et lui parla à voix basse, de la voix qu'un enfant utilise quand il ne veut pas effrayer un enfant plus jeune. Grand-mère, grand-mère, nous allons chez le docteur. Tenez bon. Elsie se réveilla. Elle ne pleura pas. Elle dit, maman, j'ai peur. Je sais, mon bébé. C'est les hommes, mon bébé. Monsieur Boone ne les laissera pas nous attraper. La voix de Martha se brisa une fois et se ressaisit. Non, mon bébé, il ne le fera pas. Elias ne tourna pas la tête, mais un muscle bougea dans sa mâchoire qui n'avait pas bougé depuis 7 ans. La bifurcation arriva sur la droite. Elias cria par-dessus son épaule. « Accrochez-vous à tout. Garçon, cale ta sœur. »« Oui, monsieur. »« Madame Hale, les rênes tendues, pas dures. Laissez les chevaux choisir. »« Oui. »« Allez. » La carriole bascula. Elle tomba de 2 pieds et heurta le lit du ravin avec une secousse qui secoua les enfants, secoua Evelyn, secoua la roue, secoua toute sa misérable structure. Quelque chose craqua. Martha ne regarda pas pour voir quoi. La carriole continua de rouler. « Messieurs !» cria Noah. « La roue penche !»« Je l'entends. Continuez d'avancer. Le sable la sauvera pour un autre mile. » Ils coururent dans le lit de la rivière asséchée. Les sabots du bail projetaient une pluie de fin gravier pâle, et le hongre peinait contre les traites, et la carriole penchait davantage sur la mauvaise roue à chaque virage. Elias chevauchait à côté et la regardait comme un homme regarde une bougie brûlée vers un baril de poudre. Derrière eux, sur la route qu'ils avaient quittée, il n'y avait pas de poussière, ce qui signifiait l'une des deux choses. Soit les cavaliers n'avaient pas encore atteint le virage, soit ils l'avaient atteint, avaient vu la carriole quitter la route et avaient tourné pour suivre. Et Elias Boone, qui avait parcouru ce pays pendant 19 ans et connaissait chaque homme qui pouvait lire une trace de carriole et chaque homme qui ne le pouvait pas, savait déjà au plus profond de lui ce qu'il en était. Madame Hale, oui. Quand nous sortirons de ce ravin, nous n'irons pas en ville. Monsieur Boone, écoutez-moi. Nous sortons à l'autre bout, nous sommes à 2 miles de la ville, mais à un quart de mille d'un endroit que je connais. Une vieille cabane de cantonnier barricadée. Plus sûr à tenir que la route ouverte avec une roue cassée et 4 cavaliers qui arrivent. Si nous atteignons cette cabane, nous la tenons jusqu'à la nuit. Nous ferons les 2 dernières miles après le coucher du soleil quand ils ne pourront pas nous voir. Ma mère ne tiendra pas jusqu'à la nuit, Monsieur Boone. Votre mère a tenu 4 jours que personne n'aurait dû tenir 4 heures. Elle tiendra jusqu'à la nuit. Vous m'entendez, madame? Elle tiendra jusqu'à la nuit parce que nous la ferons tenir jusqu'à la nuit. Martha ne répondit pas, mais ses mains se resserrèrent sur les rênes et elle se pencha en avant sur le banc et elle parla aux chevaux comme son mari leur parlait avant un long trajet, des mots doux et réguliers que les chevaux ne pouvaient pas comprendre, mais qu'ils connaissaient tout de même. Derrière eux, quelque part au-delà du bord du ravin,
vint le premier son qu'Elias avait attendu et redouté tout l'après-midi. Un faible grondement. Pas le vent, des sabots. 3, peut-être 4, arrivant à toute vitesse. La carriole fit une embardée. La mauvaise roue émit un long bruit de déchirement. Elsie se mit à pleurer de la manière silencieuse qu'elle avait apprise dans une cabane où pleurer à voix haute avait des conséquences, ses petites épaules secouées sous le bras de Noah. Noah tenait le fusil sur ses genoux et ne quittait pas des yeux le bord du ravin au-dessus d'eux. Elias sortit sa propre arme de poing de son étui et la posa sur le pommeau de sa selle. Madame Hale. Oui, Monsieur Boone, quoi qu'il arrive dans les 20 prochaines minutes, vous continuez de faire avancer cette carriole. Vous ne vous arrêtez pas. Vous ne tournez pas. Vous ne regardez pas en arrière. Si ça tourne mal, vous partez. Vous m'entendez? Je vous entends. Dites-le. Je continue d'avancer. Bien, le ravin tourna. La carriole prit le virage à une vitesse qu'elle n'avait pas le droit de prendre. La roue tint, les bruits de sabots s'amplifièrent, et Elias Boone, qui s'était dit pendant 7 ans qu'il en avait fini avec le monde, arma le chien de son pistolet et plaça doucement le bec dans une position où son corps se trouvait entre la carriole et la montée. Et il s'installa dans la selle comme un homme s'installe dans un fauteuil où il ne s'est pas assis depuis longtemps, mais dont il n'a jamais oublié comment s'y asseoir. Le ravin se rétrécissait devant. Elias le vit avant Martha, et il sut ce que cela signifiait. Les chevaux allaient devoir ralentir. Et si les chevaux ralentissaient, les cavaliers derrière se rapprocheraient, et si les cavaliers se rapprochaient avant la cabane, il n'y avait pas de cabane. Madame Hale, oui, le virage. Penchez-vous dedans. Ne laissez pas la roue rouler sur l'extérieur. Monsieur Boone, je ne... Tirez la reine gauche plus fort que la droite. Maintenant. Il tira. La carriole tourna. La mauvaise roue hurla, mais tint encore 50 yards, puis elle céda. Le craquement vint de dessous. Un bruit sec de bois qui disait enfin ce qu'il menaçait de dire depuis 2 miles. L'arrière gauche s'affaissa de 6 pouces, et toute la carriole vira vers la paroi du ravin, et Elsie poussa un cri aigu et petit. « Tenez là! » cria Elias. « Tenez les rênes, Madame Hale! » Ne les laissez pas s'emballer, Martha tint bon. Les chevaux luttèrent contre les traits, à moitié traînés par la roue qui s'effondrait, et Elias éperonna le bail pour se mettre à côté et attrapa le cheval le plus proche par la têtière et lui abaissa la tête. Doucement, doucement, doucement maintenant. La carriole s'arrêta fortement inclinée sur la roue cassée. Un temps de silence, puis les bruits de sabots derrière eux, qui avaient été un grondement, devinrent des sons individuels. 4 chevaux descendant le bord du ravin. Noah? Oui, monsieur, à plat. Maintenant, tu emmène ta sœur avec toi. Oui, monsieur, mets le fusil sous les couvertures. N'y touche pas. Mais vous avez dit, j'ai dit sous les couvertures, bon garçon. Oui, monsieur. Elias descendit du bain et contourna l'arrière de la carriole. Son arme de poing était toujours dans sa main droite, mais il la tenait bas contre sa cuisse, là où un homme ne la verrait pas à moins d'être assez proche pour que ça compte. Madame Hale descendait de ce banc. Quoi? Descendez du banc, derrière la carriole, avec les enfants. Maintenant. Elle descendit. Ses jambes ne la tinrent pas au début. Elias l'attrapa par le bras et la fit marcher 2 pas jusqu'à l'abri de la caisse de la carriole, et il l'assit à côté de Noah et il jeta un regard à son visage. Écoutez-moi bien, madame. Oui. Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, vous ne sortez pas de derrière cette carriole. Vous ne répondez pas aux questions qu'il crie. Vous ne montrez pas votre visage. Vous gardez votre garçon couché, votre fille silencieuse et votre mère couverte. Laissez-moi parler. Monsieur Boone, dites oui, oui. Bien. Il sortit de derrière la carriole, avança de 4 pas et s'arrêta au milieu du ravin, le pistolet baissé, les yeux levés. Les 4 cavaliers descendirent la berge au trot, puis au pas, puis s'arrêtèrent. 3 hommes qu'Elias ne connaissait pas de nom. Un qu'il connaissait. Rawle était en tête, grand sur sa selle, un fouet enroulé à sa hanche, la crosse d'un fusil dépassant de son fourreau, et derrière lui, une demi-longueur en arrière, montant un grand alezan avec une bride montée en argent, se trouvait un homme en manteau noir propre qui n'avait rien à faire dans un ravin sec au milieu de l'après-midi. Silas Crow en personne. Elias ne s'y attendait pas. Il ne le laissa pas paraître. « Bonjour, monsieur. » Rawle s'arrêta à 10 pas. Son cheval secoua la tête. Rawle ne parla pas.
Rawl regarda au-delà d'Elias, vers la carriole, la roue cassée, la forme des couvertures dans la caisse. Silas parla le premier. Monsieur, écartez-vous. Je ne peux pas faire ça. Écartez-vous. J'ai dit que je ne pouvais pas. Silas n'avait pas élevé la voix. C'était ça avec Silas Crow. Un homme qui pouvait élever la voix ne s'embarrassait pas de calme. Un homme qui n'avait jamais besoin d'élever la voix parlait comme ça, comme un banquier vous parle d'une saisie. Savez-vous qui je suis en Dieu? Je sais qui vous êtes. Alors vous savez ce qui va se passer ici. Je sais ce que vous pensez qu'il va se passer ici. La main de Rawl dériva vers la crosse du fusil. Pas vite, lentement. La façon dont un homme bouge quand il veut que vous le voyiez. Elias ne regarda pas Rawl. Il garda les yeux sur Silas. Monsieur Crow, je suis Elias Boone. Je dirige la propriété Boone à 4 sections à l'est de la Fourche. Je ne suis pas un homme qui a des raisons de vous contrarier et je ne suis pas un homme que vous avez des raisons de contrarier. J'emmène une femme malade en ville. Quand la femme malade aura été vue par le Dr. Reed, vous et moi pourrons parler de tout ce que vous voudrez. Jusque-là, cette carriole reste où elle est et vous restez où vous êtes. Cette carriole est à moi. Cette carriole a un nom gravé sur le siège, Hale. Ce n'est pas votre nom. Chaque clou de cette carriole a été acheté à crédit et n'a pas été payé. Ça la rend mienne. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Monsieur Crow, pas dans un tribunal que je connais. Il y a un tribunal dans ce comté, Monsieur Boone, et il y a un homme dans ce tribunal qui signe des papiers quand je lui demande. J'ai un de ces papiers dans mon manteau. Voulez-vous le voir? Non, monsieur. Vous ne regarderez même pas. Je n'ai pas d'avis de tribunal, Monsieur Crow. J'ai une femme qui se meurt à l'arrière de cette carriole. Vous pourrez lui signifier son papier quand elle pourra le lire. Silas plongea lentement la main à l'intérieur de son manteau. Elias ne bougea pas. Silas sortit une feuille pliée. Il la tint entre 2 doigts comme un prêcheur tient les Écritures. Ceci est signé par le juge Hollister. Il nomme la femme derrière vous comme une débitrice en fuite. Il nomme les enfants comme pupilles de la succession jusqu'à ce que sa dette soit réglée. C'est un papier légal, Monsieur Boone. C'est aussi légal que l'acte de propriété du sol sur lequel vous vous tenez. Hollister signe ce que vous lui mettez devant. Hollister signe la loi. Hollister signe ce que vous lui mettez devant, et la moitié du comté le sait, et l'autre moitié fait semblant de ne pas le savoir. Vous arrivez avec un bout de papier disant que les enfants d'une femme vous appartiennent, Monsieur Crow, et je vous dirai en face ce que ce papier vaut sur le sol où nous nous tenons. Il vaut moins que le maïs qu'elle a pris dans mon champ ce matin. La bouche de Silas bougea, pas un sourire, la chose que fait la bouche d'un serpent avant de décider. Vous la connaissez, je l'ai rencontrée ce matin, et vous mourrez pour elle. Je ne meurs pour personne encore, Monsieur Crow. Vous le ferez, peut-être. La main de Rawl se referma sur la crosse du fusil. Il ne le sortit pas. Pas encore. Le pistolet d'Elias était toujours contre sa cuisse. De derrière la carriole, la voix de Martha s'éleva, douce mais claire. Monsieur Boone, restez à terre, madame. Monsieur Boone, ma mère, restez à terre. Silas pencha la tête. Il avait entendu sa voix. Martha, pas de réponse. Martha, sortez de là. Silence. Martha Hale, sortez de derrière cette carriole et faites-moi face comme une femme avec une âme, ou j'enverrai Monsieur Rawl vous chercher. Silence. Rawl passa une jambe par-dessus et commença à descendre de cheval. Asseyez-vous, dit Elias. Rawl s'arrêta, un pied dans l'étrier. J'ai dit, asseyez-vous, Monsieur Rawl. Monsieur Rawl dit, et sa voix était plus basse que celle de Silas, du gravier dans un seau. Vous transformez un long après-midi en un cours. Rasseyez-vous sur cette selle, ou quoi? Ou vous et moi allons avoir une conversation pour laquelle votre patron ne vous a pas assez payé. Rawl resta à moitié descendu. Silas leva une main sans tourner la tête. Monsieur Rawl, asseyez-vous. Rawl s'assit. Un souffle traversa tout le monde, que personne ne revendiqua. Monsieur Boone, dit Silas, toujours calme, je suis un homme raisonnable. Je ne veux pas de bain de sang dans un ravin au milieu de l'après-midi. Je suis venu ici parce qu'on me doit une dette, et parce qu'on me doit un témoin, et parce que j'ai l'intention de recouvrer les deux. Je vais vous offrir une courtoisie. Vous allez m'offrir quoi? Une courtoisie. Je vais vous laisser partir. C'est un fait. Vous vous écartez, vous montez ce bail, vous repartez par où vous êtes venu. Ce qui se passe dans ce ravin n'est pas une chose que vous avez apportée. Personne ne sait que vous êtes ici.
Personne ne saura que vous y étiez. Mes hommes et moi sommes des cavaliers compétents et des employeurs discrets. Et je pardonnerai l'intrusion, l'ingérence et la perte de mon après-midi. Vous avez ma parole. Votre parole? Ma parole. Elias laissa échapper un souffle par le nez. Monsieur Crow? Oui, Monsieur Boone? Vous venez de m'offrir une courtoisie. Je vais vous en offrir une en retour. Vraiment? Vous faites demi-tour avec cette alésone. Vous et vos 3 hommes remontez cette berge. Vous le faites maintenant. Vous le faites sans un mot adressé à la femme derrière cette carriole, ni aux enfants derrière cette carriole, ni à la mère qui y meurt. Vous le faites, et j'oublierai que vous avez été ici, et j'oublierai que vous avez proposé de disparaître. 4 personnes dans un lit de ruisseau asséché, et je n'entrerai pas en ville ce soir pour raconter à tous ceux qui voudront bien l'entendre ce que je viens d'entendre sortir de votre bouche. Vous me menacez. Je vous offre une courtoisie. Silas Crow resta très immobile sur sa selle. Monsieur Boone, vous êtes un seul homme, c'est bien. Je le suis, avec un seul pistolet. Oui, monsieur, contre 4. 4, ce n'est pas autant que vous le pensez, monsieur Crow. Et pourquoi donc? Parce que 2 des 3 hommes derrière monsieur Rawle ne me regardent pas. L'un regarde ses propres mains, l'autre regarde le bord de ce ravin comme s'il avait déjà décidé où il irait quand ça tournerait mal. Des hommes comme ça ne se donnent pas à fond dans un combat. Ils dégainent lentement. Ils visent haut. Ils rentrent chez eux vivants. Seul M. Rawle dégainera. Et M. Rawle dégainera le premier, ce qui signifie que M. Rawle sera la première chose à laquelle je répondrai. Ce qui signifie, M. Crow, que le temps que mon pistolet soit à moitié vide, ce sera vous et moi dans ce ravin. Et vous portez un manteau qui coûte plus cher que mon cheval? Les hommes en manteau comme ça ne tirent pas sur la gâchette. Ils paient d'autres hommes pour le faire. Le visage de Silas ne changea pas, mais la main qui tenait le papier le plia lentement et le glissa de nouveau dans son manteau. « Monsieur Rawle, monsieur, chargez-le. » La main de Rawle se dirigea vers le fusil, et c'est à ce moment-là que la couverture à l'arrière de la carriole bougea. Evelyn Hale se redressa. Elle se redressa comme une femme tirée par une corde qu'elle ne pouvait pas voir. Son visage avait la couleur du vieux papier. Ses yeux n'étaient pas normaux. Mais sa main droite sortit de la couverture, et dedans se trouvait une feuille de papier pliée. Et elle la tendit par-dessus le côté de la carriole comme si elle pesait 100 livres, et elle était déterminée à la tenir quand même. Silas, sa voix sortit rauque, elle sortit doucement. Elle sortit comme quelque chose qui n'aurait pas dû pouvoir sortir du tout. Rawle se figea, la main sur le fusil. La tête de Silas se tourna brusquement. « Madame Hale, Silas Crow, dites à votre homme de lâcher ce fusil. » Silas la fixa. « Madame Hale, vous n'êtes pas bien. Je suis assez bien. Vous devez vous rallonger. Je dois dire ce que je suis venu dire. Dites-le en étant allongé, alors. Je le dirai comme je veux. J'ai copié ton livre, Silas. » Silas se tut. J'ai copié chaque page. J'ai copié chaque numéro. J'ai copié chaque nom. Madame Hale, il y a un homme à Austin, Silas, qui était l'avocat de mon mari. Il ne vous aime pas. Il ne vous a jamais aimé. Je lui ai écrit une lettre il y a 10 jours. Je l'ai mise dans la main du conducteur de diligence qui passe le vendredi matin et je l'ai payé 2 $ pour qu'elle parte. On lui aurait dit de l'ouvrir si je n'envoyais pas de nouvelles dans les 30 jours pour dire que j'étais en vie. C'était un mensonge. Elias sut que c'était un mensonge à la seconde où elle le dit. Elle n'était pas assez bien il y a 10 jours pour écrire une lettre, et Martha, derrière la carriole, fit un petit bruit qui n'était pas tout à fait un mot, mais qui était le son qu'une fille fait quand sa mère ment magnifiquement d'une manière que la fille ne savait pas qu'elle avait en elle. Silas ne savait pas que c'était un mensonge. Silas regarda le papier dans la main d'Evelyn, et sa bouche devint fine. « Vous bluffez. Est-ce que je le fais? » « Vous le faites. Ouvre ce papier, Silas. N'aie pas peur d'une vieille femme sur le départ. Viens jeter un œil à ta propre écriture. » Silas ne bougea pas. Rawle ne bougea pas. Les 2 hommes derrière Rawle, ceux qu'Elias avait interpellés, bougèrent sur leur selle d'une manière qui dit à chaque homme dans le ravin exactement ce qu'Elias avait déjà dit être vrai. « Monsieur Crow, la voix d'Elias était stable. Voici ce qui va se passer. Vous allez faire demi-tour avec cette alésone. Vous et vos hommes allez remonter cette berge. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez vous asseoir dans votre bureau ce soir et réfléchir très sérieusement pour savoir si une lettre à Austin vaut plus pour vous qu'une carriole dans un ravin. Et le matin,
Quand j'arriverai en ville avec cette femme, sa mère et ses enfants, vous ne nous attendrez pas à l'entrée de la ville avec un badge, et vous ne nous attendrez pas dans la rue avec un pistolet, et vous ne nous attendrez pas du tout. Parce que si vous le faites, Monsieur Crow, la deuxième chose qui arrivera ce jour-là, c'est qu'un homme partira pour Austin. Vous m'entendez? Silas ne le regarda pas. Silas regardait Evelyn. Evelyn était affalée contre le côté de la carriole maintenant. Le papier était toujours tenu dans sa main, mais sa main tremblait tellement que seule la prise de Martha sur son poignet depuis l'intérieur de la carriole le maintenait dans l'air. Madame Hale, oui, cela. Nous avions un arrangement. Nous avions un crime. Vous l'appeliez un arrangement. J'ai nourri votre famille. Vous possédiez ma famille. Je vous ai donné un toit. Vous avez mis une dette sur ce toit chaque nuit où j'ai dormi dessous. Je vais vous ruiner. Silas, regarde-moi. Il regarda. Tu ne peux pas me ruiner. Je suis déjà en train de mourir. Pendant une longue seconde, rien ne bougea dans ce ravin. Puis Silas Crow fit quelque chose qu'Elias n'avait pas entièrement prévu. Il fit tourner la tête de son alezan. « Monsieur Rawle, Monsieur Ansel, nous partons. »« Monsieur, nous partons, Monsieur Rawle. » La main de Rawle quitta lentement le fusil. Ça ne lui plaisait pas. Un muscle dans sa joue bougea. Il regarda Elias et il soutint le regard d'Elias pendant une longue respiration. Et ce qu'il dit avec ce regard était « un autre jour, monsieur ». Et Elias lui rendit un regard qui disait « n'importe quel jour ». Puis Rawle fit tourner son cheval. Les 4 cavaliers remontèrent dans la berge du ravin, pas vite. Silas ne regarda pas en arrière. Rawle regarda en arrière une fois. Les 2 hommes de main ne regardèrent pas du tout en arrière. Elias resta au milieu du ravin, avec un pistolet contre sa cuisse jusqu'à ce que le dernier bruit de sabot soit hors de portée de Louis. Puis ses jambes faillirent flancher. Il s'agrippa aux côtés de la carriole. Il le tint. Il ne laissa pas Martha voir. « Madame Hale, oui. Votre mère respire-t-elle toujours? » Martha était déjà de retour dans la carriole. Elle était à genoux sur Evelyn. Le papier était tombé de la main d'Evelyn. Martha tenait son visage. « Maman, maman, regarde-moi. » Les yeux d'Evelyn étaient ouverts, mais ne voyaient pas. « Maman, tu l'as fait. Tu l'as fait, maman. Maman, reste éveillée. S'il te plaît, reste éveillée. Respire-t-elle, madame? » Elle respire à peine. À quel point à peine? Faiblement, rapidement. Elias rengaina son pistolet. Nous devons bouger. La roue est finie. Nous ne ferons pas rouler cette carriole un pied de plus. Alors quoi? Le bail est un grand cheval et il est fort. Votre mère monte en selle devant moi. Je monte derrière. Vous prenez mon hongre avec la petite fille. Le garçon monte un des chevaux de la carriole que je peux détacher le plus proprement. Monsieur Boone, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne va pas s'asseoir, madame. Elle va s'appuyer contre moi et je vais la ramener en ville en la tenant d'un bras. C'est comme ça que ça va se passer. Et si? Il n'y a plus de « et si », madame Hale. Il n'y a que la ville où il n'y a que ce ravin, et ce ravin n'est pas une réponse. Martha le fixa, et puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait devant lui. Elle hocha la tête une fois, rapidement, et se mit à bouger sans un mot de plus. Elias détacha le cheval de trait le plus proche. Le cheval tremblait de l'effort, mais tenait toujours debout. Il n'avait pas le temps pour une selle. Il jeta une couverture pliée sur son dos, serra une ceinture de la carriole en guise de sangle rudimentaire, et souleva Noah dessus en un seul mouvement. « Mon garçon, oui, monsieur, tu restes collé à ce cheval. Tu ne serres pas avec tes genoux. Tu serres avec tes cuisses. Tu tiens la crinière si tu dois le faire. Si tu tombes, tu me le dis. Tu n'essaies pas de remonter tout seul. Oui, monsieur, ta sœur est avec ta mère. Ta grand-mère est avec moi. Tu comprends l'ordre. Grand-mère d'abord. Grand-mère d'abord. Oui, messieurs. » Martha était déjà en train de descendre Elsie de la carriole. Les bras de la petite fille s'enroulèrent autour du cou de sa mère et ne le lâchèrent pas. Elias les aida toutes les 2 à monter sur le hongre, Elsie devant, les bras de Martha de chaque côté d'elle. « Madame Hale, oui, vous êtes la meilleure cavalière de nous 4 en ce moment, que vous le sachiez ou non. Ne perdez pas cet enfant. Je ne la perdrai pas. » Bien. Il se tourna vers la carriole. Soulever Evelyn fut la chose la plus difficile qu'il ait faite en 7 ans, et pas à cause de son poids. Son poids n'était rien. Il aurait pu la porter d'un seul bras si son bras l'avait voulu. Ce qui rendait la chose difficile, c'était que l'odeur était de retour.
L'odeur qui l'avait frappé quand il avait retiré la couverture pour la première fois, et il allait devoir la tenir contre son propre corps pendant 1 heure de chevauchée intense vers la ville, et son corps savait déjà ce que son esprit essayait de ne pas dire. C'est-à-dire qu'au moment où ils arriveraient, une femme serait peut-être morte dans les bras d'un homme dont elle ne connaissait même pas le nom ce matin-là. Il la souleva. Elle était si légère qu'il faillit trébucher à cause de l'anormalité de la chose. Une femme aurait dû peser plus que ça. Madame Hale, le papier, je l'ai pris de sa main. Mettez-le dans votre propre robe, madame. Portez-le à partir de maintenant. Oui, monsieur. Il monta en selle avec Evelyn posée sur ses genoux, la tourna lentement, cala son bras autour de sa poitrine pour que sa tête repose sous sa mâchoire, et son épaule supporta son poids. Son souffle venait doucement contre sa clavicule. Ce n'était pas un souffle fort, mais c'était un souffle. Grand-mère, la voix de Noah, petite, du haut du cheval de trait. Elias se tourna vers lui. Elle est avec moi, mon garçon. Elle va chez le docteur. Elle va voir le matin. Vous le jurez, monsieur? Je le jure. Sur quoi? Elias regarda le garçon, le fusil qu'il avait repris de sous la couverture et qu'il avait jeté sur sa propre épaule. La femme inerte contre sa poitrine. Sur chaque tombe que j'ai jamais creusée, mon garçon, et j'en ai creusé ma part. Le visage de Noah ne changea pas, mais ses épaules s'abaissèrent d'un demi-pouce. C'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Allons-y, dit Elias. Ils partirent. Le bail était fort, mais il portait maintenant 2 personnes, et le poids mort d'Evelyn sur le bras gauche d'Elias commença en moins d'1 mile à ressembler à une chose qui avait sa propre intention. Elle glissa. Il la rattrapa. Elle glissa. Il la rattrapa. Chaque fois qu'elle glissait, il devait ajuster les rênes dans son autre main, et chaque fois qu'il ajustait les rênes, le bail rompait l'allure. « Madame Hale? Oui, avancez! » Martha s'approcha de lui. « Votre ceinture. Donnez-moi votre ceinture. »« Quoi? »« La ceinture autour de votre taille. Madame, s'il vous plaît, j'en ai besoin. » Elle la desserra et la lui tendit. Il la passa sous les bras d'Evelyn et autour de sa propre poitrine d'une seule main et la serra fort. Maintenant, elle était attachée à lui. C'est mieux. Est-ce qu'elle... Elle respire, madame. Est-ce qu'elle parle? Pas depuis le ravin. Pas depuis... Continuez de chevaucher, madame Hale. Ils chevauchèrent 1 mile, 2, 3. Elias garda son bras serré sur la poitrine d'Evelyn. Il lui parlait doucement, à voix basse, comme un homme parle à un cheval effrayé. Il ne prononçait pas de mots. Il faisait juste un son qu'elle pouvait sentir à travers sa mâchoire. À la fin du 3e mile, il réalisa qu'il n'était plus sûr si le souffle qu'il sentait contre son col était le sien ou le vent. « Madame, oui, j'ai besoin que vous vous approchiez et que vous teniez ma main contre sa bouche. »« Monsieur Boone, faites-le simplement. » Martha éperonna le hongre et tendit le bras. Ses doigts touchèrent les siens, et Elias tourna son poignet pour que le dos de sa main repose juste sous le nez d'Evelyn, et Martha le maintint là. Et pendant une longue seconde, ils chevauchèrent tous les deux sans rien dire. Puis Elias dit doucement, « Là. Oui, je le sens. Continuez de chevaucher. » Le crépuscule commença à tomber. Il tomba lentement, comme il le fait en été à la frontière de l'ouest du Texas. Le ciel blanchissant d'abord, les ombres longues, la chaleur se relâchant enfin. La ville apparut comme un mince amas de toits à 1 mile et demi de là. Monsieur Boone, les lumières, je les vois. La maison de Reed est au début de la rue principale, porte une marron, cloche en laiton. Je la connais. Comment la connaissez-vous? Parce qu'il y a 6 ans, il a marché 3 miles dans un blizzard pour s'asseoir avec un homme qui ne pouvait pas être sauvé, et il n'a pas quitté le chevet de cet homme avant le matin, et je ne l'ai pas oublié. Qui était cet homme? Elias ne répondit pas. Martha ne demanda pas à nouveau. Les chevaux firent le dernier mile au galop. Noah garda sa place. Elsie s'était endormie contre la poitrine de sa mère. Evelyn n'avait pas bougé depuis 10 minutes, sauf pour respirer, et sa respiration avait ralenti d'une manière qu'Elias n'aimait pas et n'était pas prêt à nommer. Ils remontèrent en la rue principale. 2 hommes sur le trottoir tournèrent la tête. Une femme à une fenêtre tira son rideau. Personne n'appela. La porte marron arriva sur la droite. Elias arrêta le bay brusquement et était déjà à moitié descendu avant que le cheval ne s'arrête. « Madame Hale, oui, descendez de ce cheval. Mettez les enfants à l'intérieur. » Il souleva Evelyn avec ses 2 bras, coupa la ceinture avec son couteau d'un seul mouvement et la porta en haut des marches.
Il frappa la porte avec sa botte. Reed, Dr. Reed. La porte s'ouvrit. Un homme à la barbe grise en manche de chemise avec des lunettes sur une ficelle autour du cou jeta un regard à la femme dans les bras d'Elias et ne dit qu'une chose. Arrière-salle. Maintenant. Elias la porta à l'intérieur. Derrière lui, Martha monta les marches avec Elsie dans ses bras, et Noah à sa hanche, et tous les trois franchirent le seuil d'une maison où un homme qui avait été chirurgien pendant la guerre retroussait déjà ses manches, et où l'odeur de whisky, de tissu bouilli, d'huile de lampe et de quelque chose de propre commençait déjà à remplir le hall. Elias déposa Evelyn Hale sur la table du docteur. Ses yeux ne s'ouvrirent pas. Sa poitrine se souleva une fois, retomba, se souleva une fois, retomba, ne se souleva plus. « Docteur, je le vois, mon garçon. » Hors de mon chemin. Elias recula. Il recula jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur, et le mur fut la seule chose qui le maintenait debout. Et il resta là, son chapeau toujours sur la tête, et son pistolet toujours à sa hanche, et le sang d'une femme séchée et sombre sur le devant de sa chemise. Et il ne regarda pas Martha, et il ne regarda pas les enfants, et il ne regarda rien du tout. Le docteur se pencha sur Evelyn, et la porte derrière Elias s'ouvrit avec un fracas qui fit trembler le cadre. Et les mains de Martha volèrent à sa bouche, et la main de Noah se dirigea vers le fusil sur son dos, et Elias se retourna. Debout dans l'embrasure de la porte, respirant fort, avec une étoile épinglée à son gilet et de la boue jusqu'aux genoux, se trouvait le shérif de la ville. Derrière lui, un demi-pas en arrière, se trouvait Silas Crowe. « Monsieur Boone, shérif, j'ai un mandat, vraiment. Pour la femme, pour le garçon, pour la fille, pour la vieille femme sur cette table. Sous quelle accusation? Vol, fuite, enlèvement de mineurs sous la tutelle de la succession de Silas Crowe. Shérif, écartez-vous, Monsieur Boone. » Elias ne s'écarta pas. Il regarda Silas par-dessus l'épaule du shérif. Silas Crowe le regarda en retour, et le regard dans les yeux de Silas Crowe disait qu'un homme qui avait accepté de rentrer chez lui dans un ravin au milieu de l'après-midi avait utilisé les 2 dernières heures de lumière du jour pour se précipiter vers le seul outil qui lui restait, et derrière Elias sur la table du docteur, un souffle de poitrine d'oiseau ne vint pas. « Docteur ». Elias ne tourna pas la tête. Ses yeux restèrent sur le shérif. « Docteur, dites-moi qu'elle respire. Donnez-moi 1 minute, mon garçon. Docteur, j'ai dit, donnez-moi 1 minute. » Derrière Elias, le bruit des mains du docteur bougeant rapidement. Un verre cliqueta. Quelque chose fut versé. Un souffle fut forcé dans une poitrine qui ne voulait pas le prendre. Devant Elias, le shérif se tenait dans l'embrasure de la porte avec une main sur sa ceinture et l'autre sur le cadre. « Monsieur Boone, je vous le dis une fois, écartez-vous. » Shérif Dawes, avec respect, ce docteur s'occupe d'une femme mourante. Vous allez rester sur ce porche jusqu'à ce qu'il ait fini. J'ai un mandat dans ma poche. Vous pouvez rester sur ce porche avec le mandat dans votre poche. Monsieur Boone. Shérif. Elias prononça les mots doucement, mais la façon dont il le dit fit que la main du shérif cessa de bouger sur la ceinture. Silas Crowe, un demi-pas derrière, parla avant le shérif. Dawes, faites votre travail. Monsieur Crowe, faites votre travail, ou j'écrirai une lettre au bureau du gouverneur demain matin pour expliquer comment la loi est appliquée dans ce comté quand un contribuable le demande et quand ce n'est pas le cas. La mâchoire du shérif Dawes se serra. Ses yeux ne quittèrent pas ceux d'Elias. « Monsieur Boone, donnez-moi le garçon. »« Non, monsieur. Donnez-moi la fille. »« Non, monsieur. Donnez-moi la veuve. »« Shérif, vous allez quitter ce poche et vous reviendrez le matin. Monsieur Boone, si vous me faites dégainer ce pistolet, je ne vous ferai pas dégainer le vôtre. Je ne suis pas armé. » C'était un mensonge. L'arme de poing d'Elias était à sa hanche, mais il avait sa main droite ouverte et levée à son épaule, et le shérif baissa les yeux sur l'étui et ne chercha pas le sien. Le docteur Reed parla sans lever les yeux de la table. « Dawes, docteur, j'ai ma main à l'intérieur de la poitrine d'une femme. Si vous tirez un coup de pistolet dans ma maison pendant que j'ai ma main à l'intérieur de la poitrine d'une femme, le prochain homme qui viendra vous voir avec un os cassé devra le réparer lui-même. » Un muscle travailla dans la joue du shérif. « Docteur, restez sur le poche, Dawes. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Silas Crowe se pencha en avant. « Docteur, je vous rappelle, Monsieur Crowe, je n'accepte pas les rappels dans ma propre salle d'opération. Restez sur le porche. » Silas ne bougea pas au début. Puis Silas Crowe, qui n'était pas resté sur un porche sur l'ordre d'un autre homme depuis 19 ans,
recula d'un pas par-dessus le seuil, et le shérif fit le pas avec lui, et Elias ferma la porte entre eux avec le plat de sa main. Il ne la verrouilla pas. La verrouiller aurait signifié quelque chose. Il la ferma simplement. Puis il se tourna. Docteur, elle est de retour. Dites-le clairement. Elle respire, Elias. Elle respire faiblement et elle respire mal, mais elle respire et son cœur répond à ma main. Et si nous avons de la chance, la prochaine heure qu'elle nous achète, lui achètera celle d'après. Martha mit son visage dans ses mains et ne fit aucun son. Elsie, s'accrochant à la jupe de sa mère, dit « Maman, est-ce que grand-mère est vivante? »« Oui, mon bébé. Va-t-elle rester en vie? » Martha ne put répondre. Le docteur Reed répondit pour elle. Il ne se retourna pas. Il le dit au placard devant lui alors qu'il prenait une bouteille brune. « Petite demoiselle, votre grand-mère se bat pour sa vie depuis 4 jours sans aide. Il lui reste environ 6 onces de combativité et je dois les dépenser avec précaution. Mais ce que je n'ai pas l'intention de faire, c'est de la laisser mourir sur ma table ce soir. Pas tant qu'elle a un garçon dans le couloir qui lui a mouillé la bouche toutes les heures d'un trajet de 2 heures. Vous m'entendez? » Elsie hocha la tête solennellement. « Oui, monsieur. » Elias traversa la pièce jusqu'à la fenêtre arrière. Il regarda à travers la vitre une fois et revint. « Docteur, oui. Combien d'hommes Crow a-t-il en ville ce soir? 3 que je connais de vue. 3 autres que j'ai vus arriver hier que je ne connaissais pas. 6, peut-être plus, peut-être moins. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce qu'il est sur votre porche avec le shérif et qu'il ne rentrera pas chez lui ce soir, sans essayer à nouveau, et j'ai besoin de savoir à combien nous nous attendons. » Le docteur Reed leva enfin les yeux de son travail. Ses lunettes avaient glissé au bout de son nez. Il les repoussa avec le dos d'un poignet. « Boone, vous êtes arrivé ici avec une vieille femme mourante, une veuve épuisée, un garçon avec un fusil plus grand que son épaule, et une petite fille qui n'a pas encore dit une phrase correcte. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes arrivé ici avec une guerre à vos trousses aussi? Oui, monsieur, c'est ce que je suis en train de faire. Seigneur du ciel. Je l'aurais dit plus tôt, docteur. Vous l'avez dit assez tôt. La petite voix de Martha s'éleva du coin. Docteur Reed, Madame Hale. Ma mère a copié son livre. Chaque numéro, chaque nom. Il est plié à l'intérieur de ma robe. La main du docteur Reed s'arrêta une seconde sur la bouteille brune. Juste une seconde. Puis il continua de travailler. Madame Hale, oui. Vous donnez ce papier à Elias Boone et vous ne me le donnez pas et vous ne le donnez à personne d'autre. Vous entendez? Oui, monsieur. Parce que je suis un docteur. Un papier en ma possession ne va pas là où un papier doit aller ce soir. Boone connaît un homme. Docteur, Boone, vous connaissez un homme? Elias ne répondit pas pendant un instant. Puis il dit, « Je connais un homme. » « Qui? » dit Martha. « Du nom de Hollis. Hollis Parker, juge de circuit, pas Hollister. Hollister est à Crow. Parker ne l'est pas. Parker passe vendredi. Parker me doit une dette de l'hiver de 81 que je n'ai jamais réclamée et qu'il n'a jamais oubliée. Vendredi, oui, madame. Aujourd'hui, c'est mardi, monsieur Boone. Crow nous aura enterrés d'ici vendredi. Crow ne nous aura pas enterrés d'ici vendredi. Comment le savez-vous? Parce que je vais tenir cette maison jusqu'à ce que Parker arrive. Personne ne parla. Le docteur Reed fit un point de suture. Ses mains ne tremblaient pas. Il avait fait des pointes de suture dans de pires conditions dans sa vie et son visage le disait. Boone, docteur, si vous tenez cette maison, vous la tenez contre un homme qui tient la plupart du comté. Oui, monsieur, le shérif reviendra. Oui, monsieur, avec un mandat qui semblera légal à quiconque ne sait pas qu'il ne l'est pas. Oui, monsieur, vous serez un homme barricadé dans la maison d'un docteur défiant, un officier de la loi assermenté. Oui, monsieur, vous comprenez ce qui arrive à un homme comme ça? Je le comprends, docteur. D'accord. Le docteur Reed se retourna vers Evelyn. Il travailla encore 1 minute en silence, puis il dit sans lever les yeux, « Il y a un fusil de chasse derrière la porte de la cuisine. Des cartouches dans le tiroir. Prenez-les. » Elias dit, « Merci, docteur. Ne me remerciez pas. Son papier a intérêt à être ce que vous dites qu'il est. Il l'est. » Martha sortit la feuille pliée du devant de sa robe. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine la déplier. Elias la prit et ne l'ouvrit pas. Il la mit à l'intérieur de son propre gilet, contre sa poitrine, là où personne ne la trouverait sur lui sans passer d'abord par un mur de côte.
Madame Hale, oui, écoutez-moi attentivement. À partir de cette minute, ce papier n'est pas dans votre poche. Il n'est pas dans votre main. Ce n'est pas quelque chose que vous avez jamais porté. Si un homme vous le demande, vous ne l'avez jamais vu. Vous entendez? J'entends. Votre mère n'a pas copié de livre. Votre mère était malade dans une carriole. C'est tout ce que vous savez. Oui, messieurs, je vous ai accueilli parce que vous mouriez de faim sur mes terres. Je tiens la maison du docteur parce que le mandat du shérif semble suspect et que je ne lui fais pas confiance. Rien d'autre. Rien à propos d'un livre. Rien à propos d'Austin. Vous entendez? J'entends. Bien. On frappa à la porte. Fort. 3 coups. Boone. La voix du shérif. Vive maintenant. Les 5 minutes sont écoulées. Elias regarda le docteur Reed. Docteur, elle est stable pour l'instant. Tenez-la. Je la tiens. Elias retourna à la porte d'entrée et ne l'ouvrit pas. Il posa sa paume à plat contre le bois et parla à travers. Sheriff Dawes, Boone, vous avez entendu le docteur. Revenez le matin. Ce mandat n'attend pas jusqu'au matin. Ce mandat attendra jusqu'au matin parce que si vous le faites passer par cette porte ce soir, vous passerez par une porte qui a un fusil de chasse derrière elle. Et vous entrerez avant un homme que vous connaissez depuis 11 ans et qui, en 11 ans, n'a jamais dégainé contre un autre homme sans raison. Réfléchissez à ce que cela signifie, shérif. Réfléchissez-y attentivement. Vous me menacez, Boone. Je vous dis ce qu'il en est. Crow vous fera pendre d'ici jeudi. Crow essaiera. De derrière le shérif, la voix de Silas, calme comme toujours. Monsieur Boone, Monsieur Crow, vous faites un choix. Je l'ai fait ce matin, monsieur. Vous le regretterez. Peut-être. Vous serez ruiné. J'ai déjà été ruiné, Monsieur Crow. Je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça ne coûte pas. Il y eut une pause sur le porche. Puis Silas Crow, dont la voix ne s'était pas élevée une seule fois depuis le ravin, dit quelque chose qu'Elias ne s'attendait pas à ce qu'il dise. Martha, derrière Elias, le corps de Martha s'immobilisa. « Martha, m'entends-tu à travers cette porte ?» Martha ne répondit pas. « Martha, le livre de ta mère n'est pas légal. Le griffonnage d'une femme mourante n'est pas une preuve. Quoi que Boone t'ait dit à propos d'une lettre à Austin, c'est un mensonge et l'homme à Austin n'existe pas. J'ai fait des recherches dans les heures qui ont suivi le ravin. Il n'y a pas eu de conducteur de diligence payé 2 $ un vendredi matin. Il n'y a pas eu de lettre. Ta mère a bluffé un bluff de mourante et tu as bluffé avec elle. Et maintenant, tu te tiens derrière une porte dans la maison d'un autre homme avec 2 enfants qui seront placés en garde à vue demain, quoi que tu fasses ce soir. Je t'offre une dernière courtoisie. La main de Martha monta à sa bouche. Elias ne se retourna pas. Martha, sors. Apporte le papier. Je ne porterai pas plainte pour fuite. Je ne porterai pas plainte pour vol. Je laisserai les enfants rester avec toi sur le domaine sous ma tutelle. Ta mère sera soignée à mes frais dans cette maison par ce docteur aussi longtemps qu'elle vivra. Je n'enverrai plus Rawls à ta cabane. Tu as ma parole. Silence. Martha fixa le dos d'Elias. Monsieur Boone, chuchota-t-elle. Il ne se retourna pas. Monsieur Boone, s'il dit la vérité sur la lettre, il dit la vérité sur la lettre. Alors nous n'avons rien. Nous avons le papier, Madame Hale. Le papier, sans la lettre, n'est que le griffonnage d'une femme mourante. Il vient de le dire. Le papier, sans la lettre, est la décision d'un juge. Parker le verra. Parker saura que c'est vrai. Parker demandera d'où viennent les chèvres. Votre mère les a copiés d'un livre dans son tiroir du bas. Un tiroir du bas dans un bureau, dans une maison de ranch. C'est réel, c'est vérifiable. C'est quelque chose pour lequel un tribunal peut envoyer un homme regarder, si ma mère vit pour le dire. Oui, madame, et si elle ne vit pas, elle vivra. Monsieur Boone, elle vivra, Madame Hale, parce qu'elle n'a pas fait 4 jours de route dans une carriole avec des mouches dans sa jambe pour mourir la nuit où le papier est arrivé à destination. Une femme qui tient aussi longtemps, tient plus longtemps. Martha pleurait sans bruit. Dehors, la voix de Silas se fit à nouveau entendre, plus douce. Martha, je compte jusqu'à 10. À 10, le shérif franchit cette porte. Si tu sors maintenant, personne ne sera blessé. Ta mère garde son lit. Tes enfants gardent leur mère. 1. Elias tourna la tête d'un demi-pouce. Madame Hale, oui, allez vous asseoir près de votre mère. N'ouvrez pas cette porte, ne lui répondez pas. Ne le laissez pas entendre votre voix, vous comprenez?
Il ne vous parle pas pour vous donner un choix. Il vous parle pour voir si vous lui donnerez un son par lequel il pourra vous juger. 2. Elle alla à la table d'opération. Elle s'assit. Elle prit la main de sa mère. 3. Elias se dirigea vers la cuisine. Il prit le fusil de chasse derrière la porte. Il l'ouvrit, vérifia les charges, le referma d'un coup sec. 4. Il retourna dans le hall d'entrée. 5. Il regarda Noah qui était assis sur la marche du bas de l'escalier étroit, son fusil sur les genoux. « Mon garçon, oui, messieurs, descends de cette marche. Va t'asseoir avec ta sœur dans la salle d'opération. Ferme cette porte. Ne l'ouvre pour rien de moins que ma voix. Tu entends? Oui, monsieur. 6. Noah se leva, retourna à la salle d'opération, prit la main d'Elsie, ferma la porte et Elias entendit le petit clic du loquet. 7. Elias se tourna pour faire face à la porte d'entrée. Il tenait le fusil de chasse sur sa poitrine. Il ne le leva pas. Pas encore. 8. La voix du shérif, tendue. Boone, je vous le demande une dernière fois. 9. Elias ne répondit pas. 10. La porte ne s'ouvrit pas. Un long silence. Puis la voix de Silas Crow, enfin et pour la première fois de la journée, avec quelque chose qui n'était pas lisse. Dawes, prenez-la. La botte du shérif frappa la porte. La porte sursauta dans son cadre, mais ne céda pas. La voix d'Elias, basse et claire. Shérif, le deuxième coup d'épée passe par cette porte. J'ai un fusil de chasse de l'autre côté. Je ne veux pas vous tuer, Dawes. Je vous connais depuis 11 ans. Vous avez un garçon de l'âge de Noah. Votre femme a chanté à l'enterrement de ma femme. Je ne veux pas vous tuer. Mais si vous donnez un deuxième coup d'épée à cette porte, je vous enverrai à travers le mur de ce couloir et je vivrai avec, et votre garçon aussi. Réfléchissez avant de frapper. Une pause, une longue. Puis la voix du shérif, et c'était une voix différente maintenant, pas en colère, fatiguée. Boone. La vieille femme est-elle vraiment en train de mourir? Le docteur vient de la ramener une fois déjà, shérif. Il ne sait pas combien de fois il peut le faire. A-t-elle vraiment été trompée? Chaque dollar. Vous le jurez sur cette femme que vous venez de nommer. Elias ferma les yeux une seconde. Shérif Dawes, je le jure sur Sarah Boone. Un silence à l'extérieur, différent de tous les silences précédents. Puis la voix du shérif, basse s'adressant à un homme derrière lui. Monsieur Crow. Shérif, je vais avoir besoin de revoir ce mandat. Shérif, je vais avoir besoin de voir la signature. Et je vais avoir besoin de la voir dans mon bureau. Pas sur ce porche, pas à la lueur d'une lampe. Shérif Dawes, si vous ne... Monsieur Crow, vous allez descendre de ce porche maintenant. Nous irons à mon bureau, nous lirons ce mandat ensemble. Si le mandat est en règle, nous reviendrons ici au lever du soleil et Monsieur Boone ouvrira cette porte et nous prendrons la garde légale de personnes illégales et personne ne sera blessé. Si le mandat n'est pas en règle, nous ne reviendrons pas. Comprenez-vous ce que je vous dis? Vous êtes un shérif, Dawes. Oui, monsieur, je le suis. Je vous ai fait shérif. Vous ne m'avez pas fait, monsieur, c'est le comté qui l'a fait. J'oublie ça parfois. Je ne l'oublie pas ce soir. Un sifflement de souffle de Silas Crow qu'Elias put entendre à travers la porte. Puis des bottes, 2 paires. Descendant les marches, pas montant. Elias ne bougea pas pendant un long moment. Quand il baissa enfin le fusil, son bras tremblait. Il ne l'avait pas senti trembler de la journée et maintenant, avec les bottes parties, il tremblait comme le bras d'un jeune homme après un premier combat. Il retourna à la salle d'opération. Il frappa doucement. « Madame Hale? » « Oui. » Ils sont partis jusqu'au lever du soleil. La porte s'ouvrit. Martha se tenait là, Elsie pressée contre sa hanche et Noah un demi-pas derrière, son fusil toujours dans les mains et la prise d'un garçon qui n'avait pas encore décidé s'il était encore nécessaire. « Monsieur Boone, Madame, le shérif n'est pas avec lui. »« Non, Madame, pas ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? » Le docteur Reed répondit de la table sans tourner la tête. « Ça veut dire que Dawes vient de nous acheter une nuit, Madame Hale, et que Monsieur Boone vient de s'acheter le premier ennemi de ce comté qui restera un ennemi jusqu'à ce que l'un d'eux soit sous terre. » Martha regarda Elias. « Monsieur Boone, je suis désolé. Pourquoi, Madame? Pour ce que vous avez payé aujourd'hui. Pour ma famille, pour un garçon, une fille et une vieille femme que vous ne connaissiez pas au lever du soleil. » Elias la regarda, sa mâchoire se contracta et il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, « Madame Hale, oui, j'ai payé ce que j'ai payé. Vous ne me devez rien pour ça.
Vous le devez à votre mère. C'est elle qui a écrit les chiffres. Elle ne peut pas m'entendre le dire. Elle le pourra. Il passa devant elle jusqu'à la table d'opération. Il baissa les yeux sur Evelyn Hale dont la respiration était faible, mais dont la respiration venait. Il se pencha sur elle. Il parla assez bas pour que les enfants ne l'entendent pas. Madame Hale, Madame Evelyn, écoutez-moi. Ses paupières se clignèrent. Vous avez survécu au matin. Vous avez survécu au ravin. Vous avez survécu à la table du docteur. Vous allez survivre à la nuit. Vous m'entendez? Votre fille a besoin de vous. Vos petits-enfants ont besoin de vous. Il y a un juge qui vient vendredi et j'ai besoin de votre voix pour lui. Vous n'avez pas le droit de partir encore. Vous m'entendez? Vous n'avez pas le droit de partir encore. Ses lèvres bougèrent, pas de son, mais ses lèvres bougèrent. Le docteur Reed, sans lever les yeux, dit « Elle vous a entendu, mon garçon. » Elias se redressa. Il recula de la table. Noah se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle d'opération. Il avait posé le fusil. Il se tenait juste là. « Monsieur, mon garçon, vous avez dit que vous l'emmèneriez chez le docteur. Oui, monsieur. Elle est arrivée chez le docteur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. » Elias enleva son chapeau. Il ne l'avait pas enlevé de la journée. Il l'enleva maintenant et le tint à deux mains devant sa poitrine. Et il regarda le garçon et dit, « Mon garçon, merci d'avoir gardé sa tête tournée sur le côté comme je l'ai demandé. Oui, monsieur, tu as fait un travail d'homme aujourd'hui. » La bouche de Noah fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'Elias l'avait rencontré. Elle ne sourit pas, mais elle s'adoucit brièvement, comme la bouche d'un garçon s'adoucit quand un garçon réalise qu'il a été vu. « Oui, monsieur. » Elias posa son chapeau sur la patère près de la porte. Il retourna à la fenêtre avant. Il regarda à travers le rideau de dentelle la rue. La rue était vide. Mais à l'autre bout, sous la lampe devant le bureau du shérif, deux silhouettes se tenaient. Une en manteau noir propre, une avec une étoile sur son gilet. Ils parlaient Ayrton. L'un d'eux avait un papier déplié entre eux. L'autre le lisait attentivement. Et Elias Boone, debout à la fenêtre de la maison d'un docteur avec un fusil de chasse encore chaud à la main, comprit au plus profond de lui ce qu'il avait commencé cet après-midi dans la poussière d'un ravin et ce qui ne serait pas terminé avant que le juge de circuit n'arrive en ville vendredi. Si Evelyn Hale était en vie pour le rencontrer. Et si elle ne l'était pas. Derrière lui, sur la table d'opération, la vieille femme prit une inspiration. Et puis une autre. La vieille femme prit une autre inspiration. Et encore une autre, et au tournant de minuit, elle les prenait toutes seules. Le docteur Reed se redressa de la table pour la première fois en 4 heures. Il roula des épaules jusqu'à ce que quelque chose craque et il plongea ses mains dans une bassine d'eau rosée. Et il ne dit rien tout de suite. « Docteur, Elias, dites-le clairement. Elle va survivre à la nuit, mon garçon. Je ne promets pas la semaine, mais je promets la nuit. » Martha eut un son qui était à moitié un rire et à moitié quelque chose qui n'était pas du tout un rire. Elsie s'était endormie, recroquevillée contre la hanche de sa mère. Noah était assis par terre à côté de la table, la tête renversée contre le mur et les yeux fermés, bien qu'il ne dorme pas. Il écoutait la porte. Elias alla à la fenêtre et regarda dehors. La lampe du bureau du shérif était toujours allumée, mais une seule silhouette se tenait dessous maintenant. Celle avec l'étoile, celle au manteau noir propre était partie. « Docteur, oui. » Crow n'est plus sur le porche du bureau du shérif. Parti où? Sa maison, son ranch, ou quelque part où il peut attendre le lever du soleil et penser à quelque chose de pire. Pire qu'un mandat, pire qu'un mandat. Le docteur Reed s'essuya les mains sur une bande de toile de sac. Il a 3 jours avant que Parker n'arrive, Elias. Ah, il peut penser à bien pire en 3 jours. Je le sais, les 3 jours ne furent pas faciles. Le shérif Dawes revint au lever du soleil comme promis, mais il ne défonça pas la porte. Il frappa. Elias l'ouvrit, le fusil de chasse appuyé contre le mur derrière lui, et Dawes entra, son chapeau à la main, et dit platement, « Le mandat n'est pas en règle. Je l'ai lu 3 fois. Hollister ne l'a jamais vu. La signature est celle de la secrétaire de Hollister, apposée sur un papier que Crow a écrit. Je ne le servirai pas. » Martha, debout dans le couloir derrière Elias, posa sa main contre le cadre de la porte et ne parla pas. « Shérif, dit Elias. Boone, vous savez ce que Crow vous fera pour ça, je le sais. Vous avez votre garçon à penser. Je pense à mon garçon tous les jours, Boone.
Ce matin, j'ai pensé au garçon qu'il deviendra s'il voit son père servir un papier comme ça sans rien dire. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je ne le servirai pas. D'accord. Crow n'a pas fini. Non, monsieur. Il essaiera pour les enfants. Il essaiera par le comté. Il essaiera par Austin. Il dira que votre vieille femme est confuse et ne peut pas témoigner. Il dira que Madame Hale est une adultère qui a abandonné son poste. Il dira tout ce qu'il aura besoin de dire. Je le sais, shérif. Ce que je vous dis, Boone, c'est que Parker a intérêt à venir vendredi. Il viendra. Et la vieille femme a intérêt à être réveillée quand il viendra. Elle sera réveillée. Dawes remit son chapeau. À vendredi. Alors, à vendredi. Le shérif partit. Il ne monta pas la garde sur le porche. Un shérif gardant la maison du docteur contre le plus gros contribuable de son propre comté était un shérif sans étoile au coucher du soleil, et Dawes le savait, et Elias ne le lui demanda pas. À la place, Elias prit la garde lui-même. Mercredi passa. Jeudi passa. Evelyn Hale s'assit mercredi après-midi pour la première fois depuis le ravin. Elle ne dit rien au début. Elle regarda le plafond pendant 1 minute entière, comme si elle comptait des planches. Puis, elle tourna la tête vers Martha, qui était dans le fauteuil à côté du lit, avec une tasse en étain de bouillon à la main. « Ma fille, maman, où est-ce mon papier? Il est en sécurité. Dans quelle main? Celle d'un homme bon. Je veux son nom. Boone, maman. Elias Boone. » Evelyn réfléchit à cela, puis elle dit, « Est-ce lui qui m'a porté? Il vous a porté. Pendant combien de temps? » « La meilleure partie de 2 heures, maman, sur une selle. » Evelyn ferma les yeux. « Quand il entrera dans cette pièce la prochaine fois, amène-le-moi. Je veux voir son visage. »« Oui, maman. » Elias entra ce soir-là. Il enleva son chapeau à la porte, comme il ne l'avait pas enlevé dans une chambre de malade depuis sa femme. « Madame Hale. Monsieur Boone, madame. Approchez-vous. » Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Il s'approcha. Il s'assit dans le fauteuil à côté d'elle. Il ne prit pas sa main. Il ne sentait pas qu'il en avait le droit. Elle prit la sienne. « Monsieur Boone, madame, vous m'avez porté. »« Oui, madame, vous n'étiez pas obligé. Je n'allais pas vous laisser, madame. Pourquoi pas? » Elias ne répondit pas pendant un long moment, assez longtemps pour que Martha, debout à la porte, détourne le visage. Puis il dit, « Parce que j'ai déjà laissé tomber des choses plus petites que vous, plus légères que vous, et qui ne pouvaient pas être remises en place une fois lâchées, madame. Et je m'étais promis que j'avais fini de porter. Et je me suis trompé à ce sujet. » La prise d'Evelyn sur sa main se resserra. « Pas beaucoup. Ça n'aurait pas pu être beaucoup, mais c'était là. »« Monsieur Boone. »« Oui, madame. Vous dites ça comme un homme qui a perdu les siens. »« C'est le cas, madame. Qui? »« Ma femme, mon garçon. Printemps de 79. Leur nom. Sarah et Thomas. Thomas, quel âge? 4 ans. » Les yeux d'Evelyn se fermèrent. « Monsieur Boone. »« Oui, madame. Mon papier fera pendre cet homme. Vous me comprenez? »« Je comprends, madame. Mais seulement si j'arrive au tribunal. »« Vous y arriverez, madame. Vous me le promettez? »« Oui, madame. Dites-le comme si vous le pensiez. Je le pense. Sur Sarah Boone et Thomas Boone, je vous amènerai à ce tribunal et vous direz ce que vous avez à dire, et je me tiendrai au fond de la salle pendant que vous le direz, et aucun homme ne posera la main sur vous avant que vous ayez fini. » Elle ouvrit les yeux. « Très bien alors. Vendredi arriva. Parker arriva à 10 heures du matin. Elias le rencontra à l'entrée de la ville, son chapeau à la main. Le juge, un homme aux longs membres de 60 ans avec une moustache grise et un manteau de toile, descendit de son cheval, jeta un regard au visage d'Elias et dit, « Boone, vous n'êtes pas venu aussi loin pour me rencontrer en 11 ans. »« Non, monsieur. Alors je suppose que ce n'est pas pour la météo. »« Non, monsieur. Parlez clairement. » Elias parla clairement. Parker écouta, sans interruption. C'était un homme qui écoutait une histoire comme un homme vérifie un fusil, délibérément, pièce par pièce. Quand Elias eut fini, Parker dit seulement, « Où est le papier? »« Contre ma poitrine, juge. Donnez-le-moi. » Elias le sortit. Parker le déplia dans la rue. Il le lut 2 fois. Quand il leva les yeux, sa bouche s'était resserrée au coin. « Boone. »« Oui, monsieur. C'est la décision la plus facile que j'ai prise en 9 ans sur le banc. »« Oui, monsieur, mais ce ne sera pas facile au tribunal. »« Non, monsieur, contre qui suis-je? »« Silas Crow et le juge Hollister, que Crow possède, et un mandat qui a été signé d'une fausse main. »
Parker replia le papier. Il le mit dans sa poche intérieure. Il ne le rendit pas. Boone, je veux la vieille femme dans ma salle d'audience à 2 heures. Je veux sa fille. Je veux les enfants. Je veux Reed comme témoin médical. Je veux le shérif si le shérif vient. Dawes viendra, juge. Il vous attendait. Vraiment? Oui, monsieur, c'est le cas. Parker s'autorisa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Pas un vrai, la version d'un juge de la frontière. Boone, monsieur, vous avez fait une chose difficile cette semaine. Je ne l'ai pas encore terminée. Vous ne l'avez pas fait, vous le dédiez à mais vous l'avez bien commencé. La salle d'audience à 2 heures était la salle à manger du seul hôtel de la ville, débarrassée de ses tables et garnie de chaises pliantes. Parker était assis derrière une planche de pain posée sur 2 barils. C'était le banc. Silas Crowe était déjà là quand ils amenèrent Evelyn. Il était assis au premier rang avec son avocate à ses côtés, un homme de Dallas dans un manteau encore plus propre que celui de Silas. Rawle était à l'arrière avec 2 hommes qu'Elias ne connaissait pas. Martha amena sa mère au bras d'Elias. Evelyn pouvait marcher, mais à peine. Le docteur Reed marchait de son autre côté, sa main sous son coude. Ils l'installèrent sur une chaise à l'avant. Silas ne la regarda pas. Silas regarda Elias. Elias croisa son regard pendant une longue seconde, puis tourna le sien vers l'avant de la salle. Parker frappa ses doigts sur la planche de pain. « Nous allons commencer. » L'avocat de Silas se leva le premier. Il cita le mandat. Il cita la dette. Il cita les papiers de tutelle de la succession. Il cita la jurisprudence sur la fuite et le vol. Il cita enfin une déclaration sous serment d'un médecin obtenue ce matin-là, signée par un docteur Ames du comté voisin, déclarant qu'Evelyn Hale n'était pas saine d'esprit en raison de la fièvre et des derniers stades d'une maladie septique et ne pouvait être considérée comme un témoin fiable dans aucune procédure légale. Il s'assit. Parker le regarda par-dessus la planche. « Maître, oui, votre honneur, le docteur Ames a-t-il examiné Mme Hale aujourd'hui? Il l'a examinée mardi, votre honneur, à la demande de mon client. Mardi. Oui, votre honneur, mardi. Mme Hale était à l'arrière d'une carriole dans un ravin sec à 11 miles de la ville, maître. L'avocat fit une pause. Votre honneur, dites-moi, maître, comment le docteur Ames a-t-il examiné une femme dans une caisse de carriole à 11 miles de la ville, sur une route qu'il n'a pas empruntée un jour où M. Crowe lui-même était à 11 miles dans l'autre direction pour affaires dans cette même ville? L'avocat ne répondit pas. La voix de Parker ne s'éleva pas. Elle devint plus douce. Maître, le docteur Ames a-t-il examiné Mme Hale aujourd'hui? Non, votre honneur. Le docteur Ames a-t-il jamais examiné Mme Hale? Je ne peux pas le confirmer. Asseyez-vous, maître. L'avocat s'assit. Parker se tourna vers Evelyn. Madame Hale, votre honneur, êtes-vous saine d'esprit aujourd'hui? Je le suis, votre honneur. Pouvez-vous me dire en quelle année nous sommes? 1886. Pouvez-vous me dire qui siège à la Maison-Blanche? Monsieur Cleveland, votre honneur. Pouvez-vous me dire ce qui est plié à l'intérieur de la poche intérieure du manteau du juge sur ce banc? Evelyn leva les yeux vers Parker, et sa bouche, qui n'avait pas souri depuis bien avant le ravin, fit quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui était quelque chose qu'un avocat n'aurait pas voulu voir de l'autre côté d'une pièce. 12 pages, votre honneur, copiées de ma propre main d'un registre conservé dans le tiroir du bas du bureau de M. Silas Crowe, derrière une bouteille de whisky à l'étiquette à moitié décollée. La page 1 commence par le nom Garcia. La page 2 commence par le nom Hale. La page 5, votre honneur, a une ligne sur une veuve nommée Simmons, dont le salaire a été réduit de 70 $ la semaine après la mort de son mari, dans une chute du toit de M. Crowe. Je peux réciter les chiffres de la page 5, votre honneur, si vous le souhaitez. Silas Crowe bougea sur son siège pour la première fois. Parker leva une main sans regarder Silas. Continuez, Madame Hale. Simmons, votre honneur, le 3 janvier, 12 $ dus à la succession, 14 $ dus en retour pour un cercueil fourni par M. Crowe. Le 10 janvier, 8 $ dus, 20 dus en retour pour la parcelle. Le 17 janvier, elle a payé la dette, votre honneur, en vendant les bottes de son mari à M. Crowe pour 2 $. Elles en valaient 7. La pièce était silencieuse. Parker dit, « Madame Hale, quel est le total des chiffres que vous avez copiés du registre de M. Crowe? »
11 462 votre honneur. Dus à des ouvriers, des veuves, des enfants, payés en crédit de magasin, qui étaient majorés de 200%, plus 640 du salaire de ma propre fille. Votre honneur, ce qui est séparé. Pouvez-vous prouver que ceci est copié du registre de M. Crow? Votre honneur, le livre est dans le tiroir du bas de son bureau, derrière le whisky. Tout homme que vous enverrez le chercher, vous le trouverez. Il ne l'a pas déplacé, votre honneur, parce qu'il ne sait pas que j'ai regardé. Parker tourna lentement la tête vers Silas Crow. Monsieur Crow. Silas ne répondit pas. Monsieur Crow, donnez-vous à ce tribunal votre permission d'envoyer un adjoint à votre bureau pour récupérer le livre décrit par Madame Hale? La bouche de Silas ne bougea pas. Monsieur Crow, un refus dans cette affaire sera consigné au dossier comme un consentement. L'avocat de Silas lui toucha le coude. Silas ne regarda pas son avocat. Il regarda Evelyn Hale, et Evelyn Hale, qui avait été portée dans cette pièce au bras d'un homme qu'elle ne connaissait pas s'il y a 6 jours, le regarda en retour et elle ne cilla pas. « Envoyez votre adjoint juge, » dit Silas. Ce fut la dernière chose facile qu'il dit de sa vie. Le livre revint 1 heure plus tard. Chaque ligne de la copie d'Evelyn Hale correspondait à chaque ligne du registre de Silas Crow jusqu'au « ou » tordu du mot « ledger » en haut de la page 1. Parker rendit sa décision ce soir-là. La succession de Silas Crow fut placée sous séquestre en attendant un audit complet. 12 poursuites civiles furent approuvées pour être déposées le lundi suivant. Le mandat d'arrêt contre Martha Hale fut annulé comme frauduleux et consigné au dossier comme preuve de malversation supplémentaire. La demande de garde des enfants fut rejetée. Une enquête fédérale distincte fut renvoyée au Marshal territorial concernant la signature falsifiée du juge Hollister, et le juge Hollister lui-même fut informé par le propre télégraphe de Parker cette nuit-là que sa présence serait requise à une audience à l'automne. Silas Crow ne fut pas pendu. Silas Crow ne fut pas emprisonné. La justice de la frontière ne produit pas toujours les fins qu'un homme souhaite. Mais Silas Crow quitta cette ville le mardi suivant avec une fraction des biens avec lesquels il était arrivé. Et le comté ne lui tira pas son chapeau à son départ. Et le magasin sur la rue principale avait un nom différent sur l'enseigne à la fin de l'année. C'était assez. Il fallait que ce soit assez. 3 semaines plus tard, Elias Boone conduisit la famille Hale à son ranch dans une carriole empruntée. Il ne les porta pas cette fois. Martha conduisait l'attelage. Noah était assis à côté d'elle sur le banc. Elsie était à l'arrière à côté de sa grand-mère, qui était calée contre des couvertures pliées et pouvait alors marcher jusqu'à la porte d'entrée si quelqu'un lui tenait le bras. Elias chevauchait en avant sur le bay. Il s'arrêta à la barrière de la propriété Boone, descendit, retourna à la carriole et posa une main sur le rail latéral. « Madame Hale, Monsieur Boone, il y a une cabane sur la colline. 2 pièces, un poêle, un puits qui ne s'est jamais asséché pendant la sécheresse de 83. Elle a besoin d'un nouveau toit. Je n'y suis pas entré depuis 7 ans. C'était de la cabane de qui? De mon contremaître, avant qu'il ne parte pour le chemin de fer. Vous la gardiez pour quelque chose. Je la gardais pour aucune raison que je puisse nommer, madame. J'ai fini de la garder. Martha ne le regarda pas. Elle regarda la cabane, qui était petite et simple, et se tenait sur la colline au-dessus de la maison principale, comme une chose qui avait attendu longtemps pour être habitée à nouveau. Monsieur Boone, madame, vous nous offrez un endroit. Je vous offre un travail, madame Hale. Ma cuisinière est partie en mai. L'ouvrier qui réparait la clôture s'est cassé le poignet en juin. Votre mère tient des comptes mieux que n'importe quel homme que j'ai jamais engagé. Votre garçon sait monter à cheval. Je paye des salaires honnêtes et je les écris dans un livre que n'importe lequel d'entre vous peut lire n'importe quel jour où vous le demandez. Et la cabane, elle vient avec le travail. Martha resta silencieuse, puis elle dit doucement, « Monsieur Boone, je n'ai pas fait tout ce chemin pour échanger la cabane d'un homme contre celle d'un autre. » « Non, madame, vous ne l'avez pas fait. Alors, dites-le clairement. » Elias enleva son chapeau. Il le tint à 2 mains. « Madame Hale, je ne suis pas Silas Crow. Je ne tiendrai pas de livre contre votre nom. Je ne tiendrai pas un toit au-dessus de la tête de vos enfants comme une chose que je peux reprendre. Vous gagnerez ce que vous gagnerez et vous devrez ce que vous devrez. Et à la fin de n'importe quel jour où vous voudrez partir, vous partirez avec ce qui est à vous et une poignée de main à la barrière. C'est ce que je vous offre. Et si nous restons?
Si vous serez resté, madame, vous serez resté parce que vous décidez de rester, pas parce que j'ai décidé pour vous. Martha baissa les yeux sur ses mains sur les rênes. Monsieur Boone, madame, quand mon mari est mort, je me suis dit que je n'élèverais pas mes enfants dans la maison d'un autre homme. Oui, madame. Je me suis trompé là-dessus, je pense. Je pense qu'une maison n'est la maison d'un autre homme que s'il est le genre d'homme qui l'appelle ainsi. Oui, madame, ce n'est pas ce genre de maison, n'est-ce pas? Non, madame, ça. Elle hocha la tête une fois, puis elle fit claquer les rênes et conduisit la carriole à travers la barrière. Evelyn guérit lentement. Elle boiterait le reste de ses jours et elle ne monterait plus à cheval. Mais elle s'assit sur le porche de la cabane du contremaître cet automne-là, avec son propre registre sur ses genoux, et elle fit les comptes du ranch Boone plus droit qu'il ne l'avait été en 13 ans. Noah eut 10 ans en septembre. Elias lui donna un poulain qu'il dressait depuis le printemps. Le garçon le monta pour la première fois le matin de son anniversaire et ne tomba pas. Et quand il revint dans la cour, il arborait le premier vrai sourire qu'Elias avait vu sur lui. Et Elias, qui n'avait pas souri lui-même depuis 7 ans, découvrit que son propre visage faisait quelque chose dont il se souvenait comment faire. Elsie commença à parler. Pas tout d'un coup, un peu à la fois. Elle dit à Elias un soir d'octobre qu'elle avait nommé le chat de la grange Sarah, et Elias dut sortir 1 minute avant de pouvoir la remercier pour le compliment. Martha et Elias ne diront pas ce qu'il y avait entre eux pendant longtemps. Ils travaillèrent à la place. Ils réparèrent le toit de la cabane ensemble en août. Ils reconstruisirent la clôture du corral en septembre. Ils se tinrent sur le porche une nuit d'octobre après que les enfants se soient endormis, et Elias dit en regardant le pâturage sombre. « Madame Hale? »« Oui. Cela fait 4 mois. »« Oui. Je vais dire quelque chose maintenant, et vous allez me dire clairement si je l'ai mal dit. D'accord? J'aimerais vous faire la cour, madame, correctement, avec la permission de votre mère et en informant vos enfants. J'aimerais le faire lentement. J'aimerais le faire bien. Je suis veuf depuis 7 ans et je n'ai pas l'intention de précipiter une chose que j'ai attendue si longtemps pour refaire. Martha ne répondit pas tout de suite, puis elle dit, « Monsieur Boone? Madame? Vous êtes le premier homme depuis mon mari qui a regardé mes enfants comme leur papa les regardait. Oui, madame. Vous n'avez pas à me faire la cour. J'aimerais le faire, madame. Très bien alors. Très bien. Ils restèrent sur le porche un peu plus longtemps sans rien dire d'autre. En bas, à la cabane sur la colline, une lampe était allumée à la fenêtre. La voix de Noah et celle d'Elsie montaient faiblement dans l'obscurité, se disputant pour quelque chose de petit, comme les enfants se disputent quand ils ont de la place dans leur cœur pour le faire. Elias Boone, qui s'était dit pendant 7 ans que l'arrangement de sa vie lui convenait parfaitement, se tenait sur un porche à côté d'une femme qu'il avait failli dépasser dans la poussière de sa propre ligne nord le mardi le plus chaud de juillet, et il sut la chose qu'il n'avait pas voulu savoir depuis longtemps. Il sut que le jour où il avait pointé un fusil sur un voleur et trouvé une famille n'avait pas été le jour où sa vie s'était terminée. C'était le jour où sa vie avait recommencé. Il sut qu'un homme qui dépasse un étranger garde sa paix pendant un certain temps, mais un homme qui s'arrête trouve son âme. Il sut que le deuil ne quitte pas un homme. Il fait seulement de la place, finalement, pour que quelque chose d'autre se tienne à ses côtés. Il sut qu'une terre dure n'est pas rendue humaine par la loi. Elle est rendue humaine par le seul cowboy sur la seule route qui refuse de passer son chemin. Et Elias Boone ne passa pas son chemin, pas ce jour-là, ni aucun jour après.